Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. Dans l'éducation. Et surtout, on va parler jeune entrepreneur. Alors, c'est pas une insulte que de dire que mon invité de ce jour est jeune, parce que c'est juste une réalité. Et j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous présenter Marin. Salut Marin. Salut Pierre, merci beaucoup pour ton invitation. C'est moi, ça me fait super plaisir. Alors, en 2 secondes, Marin monte une boîte qui va être une école de code. On va voir un petit peu le différentiel que toi t'y mets, etc., etc. Donc on va creuser un petit peu. Ça va être intéressant de voir aussi comment toi t'as eu cette réflexion. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir monter une école, parce que c'est quand même pas un truc naturel. Enfin, c'est original, ouais. Ouais, c'est un peu original. Et voilà. Mais surtout avant ça, il y a... alors, on l'a dit, finalement, t'as quel âge, Marin ? J'ai eu 25 ans il y a un mois. Oui, donc j'ai le double de toi, voilà, pour tout dire. Mais ça va être super intéressant justement de voir ce qui a pu déclencher cette envie d'entreprendre chez toi. Avant ça, on va essayer de récapituler un petit peu ton parcours. Et est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Ouais, donc moi je m'appelle Marin. Comme tu l'as dit, j'ai 25 ans. Attends, tiens, tu vois, je te coupe tout de suite. Dis-moi. Marin, on en parle, Marin ? Ils ont voulu faire quoi, tes parents ? Eh ben, alors ça, tu vois, c'est très intéressant parce que quand je vais en soirée, je porte toujours une marinière et je dis que je m'appelle Marin, comme un marin. C'est hyper reconnaissable et personne n'oublie mon prénom. Ah, mais ouais. Alors de temps en temps, je me fais appeler Martin, je me fais appeler Romain. Il y a des petites approximations, mais globalement, ça marche bien. Le storytelling est bon avec le prénom. Non, mais je confirme. C'est-à-dire que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Je pense aussi, ouais. Au début, j'en voulais un petit peu à mes parents à l'école. T'es un petit peu moqué, machin. Mais non, finalement, c'est un bon avantage. Ok, d'accord. Donc, t'as 25 ans. J'ai 25 ans, je viens de terminer mes études à HEC. Ouais. J'ai été diplômé en juin dernier. D'accord. Et ça fait depuis mai que je travaille au développement de Coda School avec mon associé Lenny, qui lui a 10 ans de plus que moi, donc 35 ans. Et donc Coda School, comme tu l'as dit, c'est une école d'informatique. On a fait en fait un double constat. On a d'un côté un métier du développement informatique qui est ultra pénurique, où il manque entre 50 000 et 80 000 développeurs en France actuellement, en poste à pourvoir. Toujours. Et ça va plutôt aller en s'empirant, malheureusement, pour les entreprises, parce que le besoin en développeurs informatiques va doubler d'ici à 2030. Et la capacité de formation répond pas pour l'instant à cette demande-là. Ouais, okay. On pense qu'elle répond pas à ce besoin-là parce qu'on a des formations qui sont très centralisées. On a une pléthore de formations à Paris, à Lyon, ça se développe à Lille, ça se développe à Bordeaux, à Nantes, mais on a quand même encore des territoires qui sont pas mal laissés pour compte. Et nous, notre objectif, c'est monter 10 écoles en 10 ans dans des zones qui sont dépourvues de formation en informatique. C'est ambitieux. Hein. C'est ambitieux, mais on pense que c'est accessible, en tout cas qu'il y a de la demande pour ça. Là, on voit, donc on monte notre premier campus à Orléans. Ceci explique cela. Ceci explique cela, c'est pour ça qu'on est en train de discuter aujourd'hui dans ton bureau. Et en fait, on voit qu'il y a une vraie demande. On a reçu là pour l'instant à peu près 150 candidatures. D'accord. Et notre objectif, c'est d'avoir une première classe d'une 30aine d'étudiants pour septembre prochain et de commencer avec une 30aine d'étudiants.
Et donc notre objectif, c'est une 30aine d'étudiants pour l'année prochaine, à peu près 120 étudiants pour l'année suivante. Et ensuite, l'année qui suit encore, donc en septembre 2025, c'est de monter 2 nouveaux campus dans d'autres villes de la même typologie qu'Orléans. Donc en gros, des agglomérations entre 250 000 et 450 000 habitants, dans lesquelles il y a de la place pour créer une formation en informatique. Ok, j'ai compris. Maintenant, back forward, parce que tu l'as passé un peu vite, mais donc tu es diplômé d'HEC. Ouais. Avec la majeure HEC entrepreneur. La majeure XHEC entrepreneur, ouais, exactement. Ça veut dire que tu es passé par là une classe prépa? Ouais, exactement. J'ai fait ma prépa à Lyon, au lycée Ampère. D'accord. Et que donc, tu étais plutôt un très bon lycéen? Alors, j'étais pas un mauvais lycéen, j'ai été un meilleur préparationnaire que lycéen. C'est vrai. Ouais, c'est assez original. Je pense que je suis un des seuls élèves en France qui a une meilleure note à son premier devoir de géopolitique en prépa qu'au bac d'histoire géo. Pourquoi ? Il y a eu un déclic Un déclic, non, en fait, je pense comme beaucoup, il y a énormément de jeunes au lycée qui ont un très bon potentiel, qui sont pas forcément intéressés par ce qu'ils étudient et qui sentent bien qu'ils ont des facilités, qu'ils n'ont pas besoin de se donner à 100%. Moi, je pense que je faisais partie de ces jeunes-là, où je me donnais plutôt à 20 ou 30% au lycée. D'accord. Et puis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose de pas être un excellent élève au lycée. Ça montre que déjà, on s'est pris 2-3 baffes. C'est-à-dire que moi, je m'étais déjà pris des mauvaises notes avant d'arriver en prépa, et c'était pas une nouveauté pour moi. Ouais. Et ça laisse le temps de faire d'autres choses. Moi, j'ai fait énormément d'escalade quand j'étais au lycée. D'accord. J'ai fait les championnats de France d'escalade. Je me suis aussi... Ah oui, c'est pas juste un hobby alors. Ouais, non, bah, j'en faisais en seconde, j'en faisais à peu près 12 heures par semaine. Donc j'en ai fait vraiment beaucoup. Et c'est encore un truc que j'ai aujourd'hui. Je grimpe beaucoup en falaise. Je suis allé un petit peu partout dans le monde avec des amis. J'étais en Afrique du Sud, beaucoup en Espagne, en France aussi. Il y a des superbes falaises. Et donc, c'est pour ça que tu étais à Fontainebleau ce week-end. C'est pour ça que j'étais à Fontainebleau pour faire de l'escalade, exactement. Okay. Où j'ai passé le week-end dans une forêt. Donc ça aussi, assez original pour un entrepreneur, je pense. Mais je sais pas, mais en tout cas, ça change les idées. Ouais, ça fait prendre l'air. Ouais, ça aère pas mal l'esprit. Et pourquoi alors le choix d'une classe prépa HEC et derrière d'une école de commerce alors moi, la classe prépa, c'était pas forcément pour l'école de commerce, c'était plutôt, je raisonnais très court-termiste, comme énormément de lycéens encore aujourd'hui, où je me disais, c'est quoi les matières que j'aime ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire géo, la géopolitique, les maths, la philo. C'est quelque chose que je retrouvais en prépa et je suis allé en prépa pour faire ces matières-là. Après, il y avait aussi une autre raison à ça, c'est que j'avais bien conscience qu'au lycée, j'étais pas allé encore au maximum de mes capacités et j'avais pas encore vraiment eu la carotte et l'objectif assez ambitieux qui donne envie de se dépasser. Et c'était ça que j'allais chercher en prépa aussi beaucoup. C'était le cadre où je pouvais voir jusqu'où je pourrais aller, en fait. T'as poussé les curseurs loin ou pas ? Et alors, j'ai eu du mal en première année à bien pousser les curseurs. Et pour la petite histoire, en fait, à la fin de la première année, mes profs convoquaient... y a personne n'était viré dans cette prépa. C'est-à-dire que les profs convoquaient à la fin de l'année ceux qui avaient le plus de difficultés et échangeaient avec eux en leur disant, là, t'arrives pas à suivre, dans telle et telle matière, t'es largué, ça va être compliqué l'année prochaine, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que t'as envie de continuer ? Qu'est-ce que tu vas changer ? Etc. Et ça donnait lieu à pas mal de d'émissions d'étudiants qui disaient là je suis pas dans le coup et donc en deuxième année ça va pas marcher et peut-être que je peux plutôt par exemple aller à la fac pour tenter les admissions parallèles ou autres. Et moi j'étais deuxième de classe à ce moment-là, donc je réussissais quand même bien en prépa, j'étais quand même bon élève, mais je faisais partie des étudiants convoqués à la fin de l'année. Donc il y avait les 10 derniers en termes de moyenne générale et moi. Pourquoi ? En fait, quand je suis arrivé sur cet échange-là, il y avait ma prof de maths, mon prof de philo et ma prof de géopo, et ils m'ont défoncé. Mais ils m'ont explosé. Et en fait, ils m'ont expliqué que je bossais pas, que je foutais rien, que j'avais un bon potentiel, que j'étais un branleur, à l'échelle de la prépa, si tu veux. Mais en fait, ça m'a permis... Plutôt que de bosser 120 heures par semaine, tu ne bossais que 80 heures par semaine. Quelle honte. Quelle honte. Non, mais en fait, c'est vrai que j'étais très court-termiste, là encore, en prépa. Je bossais vraiment à chaque fois pour le DS. Et c'est un gros travers qu'ont pas mal de préparationnaires de pas
bosser long terme pour le concours. C'est un truc qui m'aurait beaucoup joué des tours si j'avais pas changé 2-3 choses dans ma manière de bosser. D'accord. Et ça, c'était assez sympa. Bon, déjà parce que ça te permet de voir qu'il y a des choses qui vont pas et que ces choses qui vont pas sont pas forcément reflétées dans tes notes, que tu as de bonnes notes, mais que tu vas te faire défoncer et que tu fonces dans le mur. L'autre chose, ça permet de voir que il y a des adultes en qui tu as quand même une grande estime, qui sont tes profs, qui croient en toi, en fait. Et je crois que c'était peut-être une des toutes premières fois où quelqu'un croyait vraiment en moi et me disait, toi, tu peux peut-être faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Et donc, on va essayer de te mettre dans le cadre où tu vas pouvoir faire des choses exceptionnelles. On va te donner les armes pour que tu puisses les faire. Et ensuite, ça dépend plus que de toi. Et en fait, quand des personnes te mettent dans cette posture-là, t'as pas envie de les décevoir. Je pense que c'est ça qui fait... leur confiance. Ils m'ont donné leur confiance. Et derrière, après, à HEC, dans mes études, il y a beaucoup de gens qui m'ont renouvelé cette confiance-là. J'ai rencontré souvent des personnes qui avaient confiance en moi, confiance en mes projets. Et sur Coda, ça fait pas exception. J'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires qui me font confiance sur ce projet-là. Et c'est ça qui donne envie de se dépasser et de faire des choses un petit peu exceptionnelles qui sortent de la norme. J'en profite pour remercier Alain Bloch qui nous a mis, en relation. Alain Bloch qui était en charge de l'aspect XHEC entrepreneur. Il y est encore, je sais plus. En tout cas, Alain, voilà, on t'aime et merci pour la mise en relation. Deuxième année de prépa, les concours. Là, je me mets beaucoup plus à bosser dès le début de la deuxième année, en fait. Et je bossais... En fait, ce qui est important en classe prépa, et je pense ce qui est important, très important dans la vie en général, c'est un peu, tu sais, cette phrase qui a marqué sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même ». Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. Me dire, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Par exemple, j'ai une très très mauvaise mémoire. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. C'est-à-dire, c'est pas seulement à l'échelle de la prépa, c'est d'une manière générale. J'ai beaucoup de mal à apprendre par cœur. J'ai beaucoup de mal à retenir ce qui se passe dans mon emploi du temps, etc. Ça, je savais que c'était une faiblesse. Une fois que tu l'as compris comme étant une faiblesse, tu peux bosser dessus. J'avais compris que j'étais pas particulièrement bosseur, que j'avais pas l'appétence du travail, que c'était pas quelque chose qui me faisait réellement plaisir, en prépa en tout cas. Je me mettais dans des conditions dans lesquelles je pouvais bosser. Par exemple, tous les jeudis, on était divisé en 2 groupes de TD pour le cours de maths de 8h à midi. Donc il y avait un groupe de 8h à 10h, un groupe de 10h à midi. Moi j'étais le seul qui faisait les 2 cours. Je venais tous les matins, je faisais le premier cours avec le TD avec tout le monde, et derrière je prenais 2 heures dans la salle dans laquelle tout le monde bossait, et ma prof de maths m'avait filé des exos en plus. En fait, je savais que j'aurais pas travaillé en étant depuis chez moi. J'avais cette prof de maths qui avait confiance en moi et qui avait envie de m'amener au maximum, et donc je faisais cet effort-là, qui en fait me coûtait moins que de devoir me mettre tout seul chez moi à bosser de mon côté. Et derrière, phénomène intéressant, à la fin de l'année, on était 4 ou 5 à faire ça. À la fin de l'année, j'étais plus le seul à me lever à 8h tous les jeudis, mais il y en avait aussi... J'avais donné l'exemple. J'avais quelques potes qui s'étaient embarqués avec moi là-dedans. Et alors les résultats des concours, ça donne quoi ? Ça s'est plutôt super bien passé pour moi. Alors c'est toujours un mélange de travail et de chance. Ça, surtout en prépa, t'es noté par des gens qui te connaissent pas, qui lisent ta copie rapidement. J'ai eu des notes hasardeuses, très bonnes sur certaines matières dans lesquelles j'étais pas... Non mais très bonnes dans certaines matières où j'étais pas bon, moins bonnes dans certaines matières dans lesquelles j'étais excellent. J'intègre HEC grâce aux mathématiques alors que c'était pas particulièrement mon point fort. Il y a toujours un aléa, toujours un aléa sur les concours. J'ai des copains qui étaient bien meilleurs que moi en prépa, qui n'ont pas eu HEC. Les oraux d'HEC, c'est vraiment compliqué ? Les oraux d'HEC, c'est vraiment une expérience. C'est-à-dire que c'est pas plus compliqué que d'autres oraux. Moi, j'ai eu de meilleures notes aux oraux d'HEC qu'aux oraux de l'ESSEC, par exemple. Donc, c'est pas plus difficile, c'est juste que c'est plus long. C'est sur 3 jours. Donc, t'as une épreuve le matin, une épreuve l'après-midi. Il faut garder ses nerfs. Et ça, c'est un exercice, par contre, dans lequel j'étais très bon. Faut pas craquer. Ouais, c'est ça. Et donc, mais là, c'était aussi intéressant. Tu vois, je connaissais mes forces, pour le coup. J'avais certaines faiblesses que j'ai un peu évoquées. J'avais des forces qui étaient de pouvoir garder ma tête froide, pouvoir rapidement passer à autre chose aussi. Quand je me faisais exploser dans quelque chose, je pouvais rapidement rebondir, tu vois. Déjà, l'esprit un peu de résilience. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui aide énormément à HEC. En fait, si tu veux, la barre d'admissibilité à HEC est à 14 et la barre d'admission est à 12. Ça veut dire que si tu as 10 de moyenne à tes oraux, qui comptent pour à peu près 50% de ta note finale, tu rentres à HEC. Donc en fait, il faut pas surperformer.
il faut que tu aies 10 de moyenne à tes oraux. Et tu es à peu près sûr d'être pris. Si tu as 11 de moyenne à tes oraux, tu es pris, à peu près. Quel que soit ton rang d'admissibilité et quelles que soient les notes que tu as pu avoir aux écrits. Et donc ça te montre que tu n'as pas besoin d'avoir 18 partout. D'ailleurs, 90% des étudiants qui rentrent à HEC n'ont pas eu 18 partout. Il y en a beaucoup qui ont eu... moi, j'ai des copains qui ont eu 4 à l'oral de maths d'HEC. Tu te fais défoncer quand t'as 4 à l'oral de maths. C'est un mauvais moment. C'est un vrai mauvais moment. Mais tu vois, moi, j'ai d'autant plus d'admiration, quoi, parce que en fait, les gars ont été capables de se faire exploser à un moment et derrière de rebondir pour aller chercher des super notes. Ouais, c'est ça. Et c'est presque vachement plus impressionnant que celui qui a eu 18 partout. Celui qui a eu 18 partout, bravo à lui. Il est vraiment très intelligent. Mais en réalité, c'était facile pour lui, quoi. Il a cartonné à tous ses oraux, il était dans un climat de confiance et ça a super bien fonctionné. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à Jouy en Jauras, tu t'es dit tiens, je vais aller vers l'aspect entrepreneur? Alors, il y avait un truc familial, il y avait quoi Je pense que mon esprit et ma volonté d'entreprendre est arrivé avant le fait de vouloir faire le master entrepreneur d'HEC. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'était plutôt une conséquence logique du fait d'avoir envie d'entreprendre, de se tourner vers ce master. C'est pas un contexte familial. Ouais. Ça, je préfère le souligner parce que c'est très souvent la raison, en réalité. Il y a disons, quand tu baignes dedans tout le temps, tu vois, t'as des parents entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent pas parce que c'est un peu mal vu et en termes de storytelling, on préfère raconter que on a été touché par la grâce et qu'on a compris qu'il y avait un tel problème sur cet aspect. Je vais changer le monde. Il fallait absolument qu'on puisse le régler. Très souvent, ça vient d'un contexte familial. Ou en tout cas il y a des exemples familiaux. Moi, c'est pas tellement ça. Pour le coup, la nature de mon projet vient plus de mon contexte familial, où j'ai 2 grands-mères qui étaient profs à l'école et en collège. Mon père est prof, ma mère a tenté de passer le concours d'instit, donc j'ai carrément ça dans le sang pour le coup. J'ai plutôt failli faire l'ENS, ça s'est joué à pas grand-chose. La notion de transmettre le savoir, c'est un truc important. Ça, c'était un truc très important. Et pour répondre à ta question sur l'entrepreneuriat, ça venait plus d'une volonté de création, en fait. Si tu veux, quand j'étais gamin, et ça a duré jusqu'à très tard, j'ai toujours voulu devenir auteur de BD. Je dessine beaucoup, je dessine des BD depuis que je suis tout petit, et j'ai failli faire un collège spécialisé, le collège Émile Cole à Lyon, spécial dédicace. Ils me connaissent pas du tout, mais toi tu les connais. Mais moi je les connais. J'ai failli aller dans ce collège spécialisé en bande dessinée, et en fait, je sais même pas que ça existait ça. Ouais, bah c'est tôt comme spécialisation. Ils font collège et lycée spécialisé dans de la BD, et en fait, donc finalement ça s'est pas fait. Et j'ai toujours eu cette volonté de créer quelque chose de A à Z, d'être complètement libre dans le développement d'un nouveau projet. Et donc l'idée de te dire, tu pars vraiment d'une page blanche. C'est jamais quelque chose qui m'a fait peur, tu vois, l'angoisse de la page blanche. Ça a toujours été un moteur pour moi. En fait, de me dire, j'ai une page complètement vierge et j'y écris ce que j'ai envie d'y écrire. Et je pense que c'était vraiment un besoin de liberté. Non pas forcément par rapport au monde du travail, parce que je le connaissais même pas encore en fait, le monde du travail, quand j'ai voulu entreprendre, mais vraiment la volonté d'apporter quelque chose de nouveau en fait. Ok. Et justement, alors tu l'as dit, effectivement tu as une famille très orientée enseignement, on va dire ça comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est la genèse de ton idée. Est-ce que et là, on est entre nous, donc on va se dire les trucs. Est-ce que, comme le storytelling le voudrait, tu as été porté par l'idée de révolutionner l'enseignement, etc., ou tu t'es dit, tiens, là, il y a une terre d'opportunité, regardons un petit peu, creusons et voyons ce qu'on peut faire? Alors là, si je peux donner un secret à toi et aux personnes qui t'écoutent, aucun entrepreneur n'a été touché par la grâce. Ça n'est jamais arrivé, je crois. Ouais, je crois. En tout cas, moi, j'en connais aucun. Je peux pas te dire que je voulais absolument faire quelque chose dans l'éducation. Ça s'explique par mon contexte familial, il y a des explications à ça. Mais le tout premier projet sur lequel j'ai bossé, c'était une plateforme en ligne pour acheter des vinyles. Je trouvais ça intéressant. Moi, je galérais à trouver les vinyles que j'avais envie de trouver. Et donc, je voulais faire une petite plateforme où des personnes achèteraient et vendraient leurs vinyles. Le deuxième projet sur lequel j'ai bossé, c'était là encore rien à voir, un projet dans la digitalisation des tickets de caisse.
Ah ouais. Et alors c'est intéressant parce que j'ai complètement arrêté ce projet-là. C'était pendant ma 2e année à HEC et maintenant j'ai des copains qui lancent ce projet-là et ça fait je pense bien 2 ans. Ça s'appelle Kill Bills et donc eux ils font ce que moi j'avais rêvé de faire, de digitaliser les tickets de caisse. Mais pour t'amener sur la genèse de l'idée et de Coda, moi j'ai d'abord bossé, mon gros dada c'était l'orientation scolaire à la base. Donc j'ai d'abord bossé pendant 3 mois dans le cadre du master entrepreneur d'HEC sur un projet autour de l'orientation scolaire. Donc on a exploré énormément de modèles. Moi j'ai discuté avec une centaine de lycéens et une centaine de parents de lycéens pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les leviers qui étaient mis en place au moment des choix d'orientation scolaire. Et alors c'est quoi les leviers ? Parce que là, pour le coup, ça m'intéresse. Ouais. c'est quand même quelque chose de très abstrait. Hein. Il y a énormément d'irrationnel dans les choix d'orientation. Moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, là encore, hein, c'est des grandes approximations parce que chaque cas est différent. Mais globalement, les lycéens sont intéressés par les matières qu'ils vont étudier, par les thématiques, pas forcément par les perspectives de métier qu'ils vont faire plus tard. Ils sont quand même relativement court-termistes dans leur raisonnement. Alors peut-être que toi, ils te le font croire pendant tes entretiens d'admission, hein, qui veulent absolument travailler dans des banques d'affaires, mais la réalité, c'est que... Non, ils veulent tous faire du marketing du sport ou du luxe. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais tu vois, ça c'est intéressant. En fait, ça vient du fait qu'ils sont soit sportifs, soit qu'ils aiment bien le secteur du luxe. Mais en fait, ça vient plutôt de leurs appétences personnelles que d'un objectif rationnel de se dire je veux faire tel métier parce que je me suis renseigné et le quotidien de tel métier m'intéresse. C'est encore un petit peu tôt en fait au lycée pour se préoccuper de ça. Les parents sont beaucoup plus intéressés par ça, sont beaucoup plus intéressés par les perspectives professionnelles qu'il peut y avoir à la sortie. Et moi, le critère que j'ai vu qui rassemblait les lycéens et leurs parents, c'est la localisation. C'est où se trouve cette fichue école. C'est en réalité le critère rationnel de se dire où est-ce que je vais étudier. En post-bac, c'est beaucoup le cas. Après, effectivement, en master, tu peux avoir des personnes qui sont beaucoup plus mobiles, qui sont plus matures, qui sont plus émancipées aussi du cocon familial. Au lycée, en fait, moi j'ai vu des lycéens qui m'ont dit, quand je leur demandais ce qu'ils voulaient faire après le bac, c'était moi je veux aller étudier au Canada. Mais donc, tu veux faire quoi au Canada ? Ah non, je m'en fous, je veux juste aller au Canada. Et donc, alors moi, j'espère qu'il y en a qui puissent me dire aussi, moi, je veux juste aller à Orléans. C'est mon objectif. Mais en fait, si tu veux, le positionnement de Coda est un petit peu né de ce constat de se dire, en fait, il y a des talents partout en France. Et il y a des talents qui n'ont pas envie d'aller étudier à Paris, d'aller étudier à Lyon, d'aller étudier dans les grands... vers les talents. Il faut aller... Et je pense que ça, c'est vraiment le nouveau paradigme de l'éducation. On part d'un modèle qui est très centralisé, où c'est les talents qui vont vers les écoles. Je pense que demain, les écoles vont aller vers les talents. Et moi, je suis persuadé que les grandes écoles ouvriront des antennes un petit peu partout en France, parce que on n'est plus tout à fait dans ce paradigme. On peut beaucoup plus trouver de ressources en ligne aujourd'hui. Les jeunes peuvent s'auto-former. On est du coup sur une concurrence qui est beaucoup plus aussi internationale, où en fait même un HEC sont en concurrence avec des programmes en ligne de Yale, de Cambridge et autres. Et je pense que la réalité d'aller vers les talents et de s'implanter là où ils sont, c'était ça vraiment la genèse du positionnement de Coda. Après... moi, ce qui s'est passé à titre très personnel, une fois quand on a arrêté de bosser sur ce projet d'orientation scolaire, on pourra revenir un petit peu sur les raisons si tu veux. Mais à ce moment-là, moi, j'avais rencontré beaucoup de gens qui avaient créé des écoles, qui étaient des fondateurs d'écoles. Et ça m'a permis de voir déjà que c'était quelque chose de possible. Et en fait, l'exemplarité, le fait d'avoir des rôles modèles en entrepreneuriat, c'est ultra important. Ça te montre qu'il y a une possibilité, qu'il y a une réalité à la chose. Et je me suis dit qu'en fait, je pourrais avoir un impact un petit peu plus concret, un petit peu plus palpable pour moi sur l'avenir des jeunes en montant une école, plutôt qu'en ayant une hypothétique solution d'orientation très digitalisée qui aurait peut-être moins d'impact direct. Et en fait, c'était toujours ça mon driver, c'était de pouvoir mesurer et vivre mon impact au quotidien en fait. Et en ayant une école, en accompagnant des étudiants de leurs 17 ans jusqu'à leurs 22 ans quand ils sortent de ton école, tu vois toute l'évolution, tu vois tout le chemin qu'ils ont parcouru, tu les vois grandir et ça c'est un moteur qui est énorme pour moi. Ouais, je confirme. Enfin, ça fait partie de la beauté de ce métier où effectivement de temps en temps t'en as un à 22, 25 ans
qui vient te voir et qui te dit merci. Et ce jour-là, tu te dis, tiens, j'ai peut-être pas bossé pour rien. Ouais. Et tu sais, on parle toujours de donner du sens à ce qu'on fait, etc., etc. Ben ouais, quand ça t'arrive, tu vois, moi je n'ai fait qu'un bout de ma carrière dans l'enseignement. Et la première fois que ça m'est arrivé, waouh, je suis rentré chez moi le soir. C'était là un peu de plénitude, tu vois. Tu te dis waouh. Okay. Et nous, c'est pour ça d'ailleurs, je rebondis là sur ce que tu dis, que au niveau de nos méthodes de sélection chez Coda, dans le processus d'admission, on demande à nos candidats de ne pas nous envoyer leur dossier scolaire. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qu'on va regarder. D'accord. On regarde pas leurs notes. Alors s'ils veulent nous en parler pendant l'entretien d'admission, c'est avec plaisir. Mais en fait, on va essentiellement regarder le potentiel des candidats et leur motivation, leur envie à apprendre des nouvelles choses. Et en fait, ça c'est incroyable. C'est un peu antinomique par rapport à ton profil de surperformeur académique, non ? Je suis pas sûr d'être un surperformeur. Je pense que ça a bien marché, que j'ai été bien accompagné. Mais tu vois, j'avais pas forcément le profil du gars qui avait justement 18 partout, des 20 en maths toute sa vie. Alors les portes, j'avais de suffisamment bonnes notes pour que les portes soient ouvertes, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'est pas la garantie du bonheur en fait. Moi j'ai énormément d'amis à HEC qui sont très très malheureux. Il y a aussi beaucoup de dépression d'étudiants d'HEC, comme partout. Moi mon envie c'est que chaque étudiant puisse trouver une formation qui lui convient vraiment. Il y a 40% de réorientation après les premières années dans le post-bac en général. C'est colossal, t'imagines ? Alors c'était le problème que moi j'avais envie de solutionner quand je bossais dans l'orientation. J'ai pas réussi à le faire. J'espère que d'autres arriveront à le faire. Mais moi, à ma petite échelle, mon objectif, c'est d'avoir des étudiants qui rentrent chez Coda en sachant pourquoi est-ce qu'ils sont là, en sachant où ils mettent les pieds et en ayant conscience que c'est une bonne chose pour eux. Et moi, il y a des étudiants qui me remercient avant même d'intégrer le programme parce que je les ai aidés à s'orienter. Moi, il y a des étudiants que j'oriente plutôt vers une classe prépa que vers Coda. Il y a des étudiants qui me paraissent plutôt correspondre au profil d'une classe prépa et qui ont l'envie de faire ça en fait. Moi mon objectif c'est pas de prendre des élèves chez Coda pour qu'ils soient malheureux. Mon objectif c'est qu'il y ait des jeunes qui n'ont pas forcément trouvé leur place aujourd'hui. On en récupère beaucoup aussi en réorientation scolaire. Il y a des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place. Moi mon objectif c'est qu'ils puissent se retrouver chez Coda. Et c'est pour ça en fait qu'on recrute sans dossier scolaire et uniquement sur un entretien de motivation. Par contre, c'est un entretien de motivation assez poussé. On a un premier entretien de 20 minutes, ensuite c'est un entretien d'1 heure où on creuse vraiment sur différents sujets. On leur a demandé de se préparer sur tout un tas de thématiques, de questions. On va aller vraiment chercher en profondeur. Et il y en a qui sortent de cet entretien en se disant qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller chez Coda. Et ça, c'est bien. Et c'est une réussite en fait pour moi. C'est bien plus une réussite d'avoir pu le débusquer au moment de l'entretien d'admission que 2 ans plus tard. C'est une réussite pour moi et c'est une réussite pour eux. Alors comment se fait le gap entre ton projet d'orientation et tiens, je vais ouvrir une école ? Alors, ta question c'est pourquoi est-ce qu'on a arrêté de bosser sur ce projet d'orientation ? Non, j'ai cru comprendre, mais justement comment tu vas arriver au fait de se dire mais finalement l'école c'est le bon le bon billet pour aller sur ce qui me plaît et alors tu l'as dit, tu avais compris que c'était possible de créer une école, mais créer une école, mais alors créer une école de code et tu vois les premières pierres que tu as posées dans ta tête en tout cas, c'est comprendre comment ça s'est construit en fait, comment l'idée s'est construite. La première chose, alors j'ai arrêté de bosser sur ce projet d'orientation scolaire en début avril de l'année dernière. D'accord. Et j'ai commencé à bosser sur Coda début mai. Donc j'ai quand même pris 1 mois de pause entre les deux pour me poser, pour voir un petit peu ce dont moi j'avais envie, pour aller un petit peu en cours aussi, parce que je suivais quand même la majeure entrepreneur à ce moment-là. Et en fait en mai, honnêtement, l'idée de monter une école, je pense que c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps et difficile de savoir vraiment d'où ça vient. Par contre,
le premier truc que j'ai fait, c'est discuter avec un maximum de personnes qui avaient monté une école. Et pas forcément une école dans l'informatique. J'ai discuté avec des personnes qui avaient monté des écoles dans tout un tas de thématiques différentes pour comprendre comment est-ce que s'organisait ce secteur-là, comment est-ce qu'on faisait concrètement pour monter une école, et puis m'entourer de personnes qui pourraient m'accompagner en fait sur ce projet-là. C'est là où j'ai rencontré des personnes qui derrière allaient devenir aussi nos premiers investisseurs, nos premiers advisors. Il y en a certains qui peut-être donneront des cours aussi chez nous, seront des intervenants ponctuels. Et en fait, créer un petit peu ce terreau, c'est là-dessus derrière que j'ai pu un petit peu construire. Après, il y a eu une deuxième étape qui a été vraiment fondamentale, c'est que en juin, j'ai rencontré Lenny, qui allait devenir mon associé, qui lui a 10 ans de plus que moi. Oui, alors justement, c'était une de mes questions, mais d'où il vient ce Lenny? Ouais, en fait, Lenny, il a été mis en relation par, on a été mis en relation par Ambroise Collomb, qui était le directeur exécutif du Master Entrepreneur, un petit peu qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Alain. Il nous a mis en relation et à ce moment-là, Lenny, lui, était plutôt dans une perspective d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Donc, lui, il était plutôt potentiellement investisseur et plutôt sur accompagner plusieurs projets. C'est quoi son background? Lenny, donc il a fait aussi le master HEC entrepreneur. Lui, en son temps, j'ai l'impression de parler comme s'il avait 60 ans. Il est vieux, attends, il a 30 ans, 35 ans, c'est ça? Désolé, Lenny. Je voulais pas dire ça. On coupera ça au montage, Pierre. Lenny, il a d'abord monté une école de musique qui s'appelle Carpe Dièse en sortant du Master Entrepreneur. Donc il était déjà entrepreneur sur un format 100% en ligne. Et il a fait ça pendant 3 ans. Et là, ça faisait depuis 7 ans, 8 ans qu'il travaille dans une boîte qui fait du conseil pour les secteurs banque et assurance. Et lui, il a monté... C'est moins rigolo, en tout cas, ça l'a fait rigoler pendant au moins 7 ou 8 ans. Et en fait, il était... il arrivait à un moment où il avait envie de faire autre chose et lui il avait monté un organisme de formation au sein de ce groupe de conseil banque et assurance en mode intrapreneuriat. Et donc il revendait ses parts sur cet organisme de formation et donc à la base lui il n'avait pas forcément envie de se relancer tout de suite dans de l'entrepreneuriat et d'ailleurs moi c'était pas forcément non plus le type de cofondateur que je recherchais de base où je recherchais peut-être un cofondateur plus sur le plan technique au début et ça d'ailleurs c'est peut-être un enseignement s'il y a certains entrepreneurs qui nous écoutent qui cherchent des cofondateurs. Je pense qu'il ne faut pas être fermé dans des critères qu'on attend, mais il faut vraiment attendre un fit humain. Et nous, c'est vrai. Je peux être que d'accord avec ça. C'est vraiment ce qu'on a trouvé avec Lenny. Et en fait, fin août, on s'est rencontrés en juin, et fin août, on a pris la décision de s'associer, après avoir fait 2 ou 3 sessions de travail ensemble, après avoir fait 4 ou 5 sessions d'escalade. Il fait un petit peu d'escalade aussi. Et en fait, ça sonnait vraiment comme une évidence de s'associer après. Vous étiez en phase, quoi. On était complètement en phase, et c'est Lenny. En fait, moi, à la base, je voulais plutôt monter déjà, j'étais sur une école d'informatique, mais plutôt sur des villes un petit peu plus grosses où moi je suis lyonnais, donc je pensais beaucoup à Lyon. Je comprends. Et c'est lui qui a repositionné le projet sur 2 briques vraiment fondamentales que sont donc le côté plus local en allant sur des villes, plutôt des villes de taille moyenne, et le Green IT. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un gros positionnement aussi qu'on a chez Coda, de se positionner sur du code propre dans une optique de développement durable. Donc le Green IT, c'est vraiment quelque chose qui est très très naissant. À ma connaissance, on est la première école à le proposer en tant que tel dans nos programmes pédagogiques. Et derrière, on aimerait aussi en faire un master spécialisé aussi en Green IT. C'est quelque chose qui est en train de devenir gigantesque au niveau des entreprises, et on est persuadé que ce sera un enjeu pour le futur. Comment... Alors, ok, t'as trouvé ton cofondateur, vous êtes à peu près d'accord, vous avez dessiné les contours du projet, vous avez commencé à faire des fichiers Excel dans tous les sens. Et à quel moment tu te dis, tiens, il faut qu'on aille lever des fonds, ou... comment...
comment vous réfléchissez, peut-être poser ça comme ça, comment vous réfléchissez au financement de tout ça? Ouais. Alors nous, la levée de fonds, elle est arrivée quand même relativement rapidement dans le développement du projet. C'est d'ailleurs très à rebours de tous les exemples qu'on avait pu avoir d'entrepreneuriat, parce que dans le master XHEC, et je pense que d'ailleurs c'est un bon mantra en général de dire trouver des clients avant de trouver des financements, et commencer par avoir des premiers clients et vos premiers sous avant d'aller chercher des investisseurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent uniquement des boîtes qui ont déjà fait du CA. Nous, on est sur une entreprise qui est très saisonnière, une activité qui est très, très saisonnière. Donc, on savait qu'on aurait besoin de le financer dans tous les cas. Et on avait ce double intérêt de pouvoir obtenir du financement, pouvoir voir un peu les choses en grand, même pour notre première rentrée, et en plus faire entrer de l'expertise. Au niveau de notre levée. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est un enseignement sur lequel on a beaucoup bougé au début de notre levée. Donc, on a commencé notre levée de fonds début novembre et on l'a clôturée en gros début janvier. Ça nous a pris à peu près 2 mois, uniquement auprès de Business Angel. D'accord. Au début, on était beaucoup dans une dynamique de d'abord chercher de l'expertise à nous apporter sur notre projet. Et j'ai réalisé assez rapidement, en fait, que le critère de fit, là encore avec nos investisseurs, et d'alignement sur nos valeurs était vraiment un critère prépondérant avant l'expertise qu'ils pourraient apporter au projet. D'accord. Nous, on a la chance d'avoir tous nos investisseurs qui apportent une brique au projet, que ce soit sur le volet pédagogique, que ce soit sur le volet immobilier, que ce soit sur le volet juridique. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, donc c'est super intéressant. Mais là où on est le plus fier sur notre levée de fonds, c'est vraiment d'avoir rassemblé autour de la table des personnes qui humainement sont des personnes géniales, avec qui on a un super fit, qui ont vraiment envie de nous aider et qui sont complètement alignés avec nous sur notre projet. Et ça, pour le coup, pour être dans un écosystème très entrepreneurial avec beaucoup d'amis qui lèvent des fonds, beaucoup d'amis qui ont levé des fonds, c'est beaucoup plus rare qu'on ne peut le penser. Le fait d'avoir des investisseurs 100% investis en fait aux côtés des entrepreneurs et surtout 100% alignés. C'est-à-dire que nous, nos investisseurs, on leur a bien expliqué que voilà quel était notre horizon de rentabilité, que c'était pas un horizon de rentabilité tout de suite, et que par rapport à certains de nos concurrents, ou en tout cas d'autres acteurs sur ce marché-là, on allait beaucoup plus investir dans la pédagogie, et qu'on allait avoir des marges qui étaient moins hautes que beaucoup d'acteurs. De manière générale, business model de l'éducation, ça dépend comment tu le prends, mais c'est pas des business models avec les marges telles que tu peux connaître dans le software ou dans l'IT typiquement. Alors sur les marges, tu peux avoir des marges intéressantes. C'est aussi sur les dynamiques de scale que ça peut être aussi plus compliqué sur des logiques de software. Et d'ailleurs, on a rencontré certains investisseurs qui nous disaient moi, mon objectif sur ce deal, c'est gagner au moins 100 millions. On leur a expliqué que nous, vraisemblablement, s'ils investissaient un ticket à 100 000 euros, ça allait pas devenir 100 millions d'euros. Qu'ils pourraient avoir une belle rentabilité financière. Et d'ailleurs, c'est quand même aussi notre objectif. Mais en réalité, c'est pas la raison pour laquelle sont rentrés tous nos investisseurs autour de la table. Et justement, ils t'ont dit, alors les différents investisseurs, ils t'ont dit le trigger, l'élément qui avait déclenché leur décision ou pas? Ouais, ils ont été très transparents d'ailleurs là-dessus. Il y a, je pense, 2 choses principales. C'est le projet, ce qu'on a envie de faire, la valeur qu'on a envie d'apporter au monde en général. Donc, en gros, le fait qu'il y ait des jeunes à Orléans qui aujourd'hui ne peuvent pas se former en développement informatique, demain pourront se former en développement informatique. Et aujourd'hui, c'est à Orléans. Quand ce sera dans 10 villes en France, il y aura quand même un petit impact sur la société au sens large. Et eux ont envie de rendre possible ce projet-là. D'accord. L'autre chose, c'est vraiment sur l'équipe. C'est vraiment alors ça, la tête du bonhomme. Ça paraît très prétentieux du coup de dire ça parce que mais pour le coup je reprends. Non, mais tu parles de fit effectivement. Puis quand tu es investisseur, tu vas y passer quand même un petit peu de temps, donc autant trouver les gens sympas. Ouais, carrément. Autant se dire tiens, il a pas l'air trop con et ça donne envie de travailler avec lui. Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs inversement, nous, nos investisseurs, on a toujours envie de leur passer des coups de fil. On a toujours envie de faire des soirées avec eux, d'aller au resto. C'est toujours un moment super sympa de les voir. On n'a pas à se brider, on n'a pas à jouer un personnage, on n'a pas à surjouer notre réussite, par exemple. Quand on galère et que ça va pas bien, on leur dit qu'on galère et que ça va pas bien. On est super transparent avec eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont apprécié aussi parce que
en réalité, personne n'a envie de faire de la langue de bois, mais tout le monde en fait dans l'écosystème entrepreneurial. Et c'est presque un petit peu dommage. J'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, on survalorise tellement la réussite et on ne... En fait, même, tu vois, dans différents podcasts disons ou autres... Il y a des indicateurs qui font que... Et puis, les entrepreneurs s'en gaussent aussi. C'est pour ça que je te pose pas la question, par exemple, de combien tu as levé. Ouais. Parce que je trouve ça... Alors, ça peut être intéressant dans l'absolu. C'est... tant qu'on n'a pas le business plan entre les mains... savoir surtout, que tu as levé 1 million ou 10 millions, voilà, je sais pas, comme on sait pas ce que tu vas en faire. Ouais, ça veut pas dire grand chose. Enfin, t'as raison là-dessus. C'est plus un indicateur de, je sais pas quoi d'ailleurs. Et puis, ça dépend aussi énormément du contexte. C'est-à-dire que lever 3 millions il y a 10 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Lever 3 millions il y a 1 an, c'était quelque chose de complètement banal. Lever 3 millions aujourd'hui, ça redevient un peu plus compliqué. Ouais. Donc, si tu veux, ça dépend aussi tellement du contexte, comme tu dis, de ce que tu vas en faire, de ton industrie aussi. Hein. Ouais. Si tu es sur une industrie, tu vois, on parle beaucoup de l'IA en ce moment. Tu veux créer des usines, il te faut plutôt 100 millions que et puis, 1. Donc, si tu as 5 concurrents, tu vois, le moment où il y a eu le rush, par exemple, sur les courses en ligne, ouais. Cajou, etc., Gorillaz qui arrivaient, en réalité, si tu n'avais pas levé au moins 5 millions, tu étais complètement bouffé dès ton premier jour. Donc, quand tu es aussi dans des écosystèmes ultra concurrentiels, où tu as des concurrents qui ont levé 15 ou 20 millions à côté de toi, c'est compliqué d'exister sans avoir ça. À l'inverse, si tu es sur quelque chose de très innovant qui n'a pas forcément besoin d'énormément de fonds pour se développer, mais qui est plutôt sur un marché de niche, tu peux lever 200 ou 300 000 euros et développer un super business à partir de ça. Comment tu les as trouvés, tes investisseurs? Parce que ça se trouve pas sous le patin cheval quand même. Ouais, ça, c'est la question à 100 millions, hein, littéralement d'ailleurs. Nous... Là, je pense que c'est une expérience qui n'est pas représentative. Ouais. Parce que comme je te l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est très souvent quelque chose qui vient d'une logique familiale. Et donc, très souvent, les entrepreneurs qui lèvent des fonds ou qui lèvent beaucoup de fonds s'appuient aussi sur un réseau personnel qui va beaucoup les aider là-dessus. Nous, en toute transparence, je suis pas le fils de Bernard Arnault, mon associé non plus. Et donc, quand on doit chercher des investisseurs, on prend nos petites mains, on va sur LinkedIn et on essaie de regarder des listings d'investisseurs, envoyer beaucoup de cold mailing, cold calling. À la dure, le couteau entre les dents. Vraiment le couteau entre les dents, ouais. Et après, c'est entrer en contact avec un maximum de personnes et ensuite ça fonctionne par réseau. Une fois que tu as pu avoir des premières personnes qui sont intéressées sur ta levée de fonds, là ça fonctionne par réseau et d'ailleurs c'est une très bonne chose en fait, hein, parce que quand tu as un investisseur qui vient sur ta levée, il a rarement envie de venir seul. Il te ramène. Ça peut le rassurer de ne pas être tout seul aussi. Ça peut le rassurer de ne pas être tout seul, ça peut le rassurer qu'un pote à lui ait aussi trouvé le projet très bon. Donc nous ensuite on a beaucoup fonctionné par réseau et donc on a en fait nous une dizaine d'investisseurs en gros qui sont organisés autour de 4 ou 5 pools d'investisseurs. Ouais. Donc un investisseur, on a un pool de 4 ou 5 personnes qui sont venues ensemble parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils aimaient bien le projet. On en a d'autres qui sont venus tout seuls, mais ensuite ça fait beaucoup effet boule de neige et c'est pour ça que les levées de fonds c'est aussi un petit peu tout ou rien. C'est-à-dire que soit tu closes ta levée. Si t'en as un qui se défausse, t'as le risque que tous les autres se barrent. Exactement. Et puis t'arrives quand t'arrives à créer un peu un effet d'engouement. Tu peux vite en fait closer un petit peu plus que ce que tu avais aussi espéré parce qu'en fait il y a eu aussi un rush à un moment, enfin des investisseurs qui se sont pris d'intérêt, qui en ont parlé à d'autres gens autour d'eux et c'est un petit monde, hein, les gens se connaissent aussi beaucoup. Nous, ce qui était très compliqué à vivre dans cette phase-là, c'est qu'on avait un timing qui était ultra serré. Et là encore, quand je te l'ai dit, on est sur une activité qui est très saisonnière et donc en fait on a commencé. Faut pas louper la rentrée. Faut pas louper la rentrée, ouais, c'est ça. Il y a des grandes étapes à pas rater et donc on savait qu'en commençant en novembre, c'était relativement tard pour s'y mettre et on savait que si on n'avait pas closé au bout de 2-3 mois, ça allait être vraiment compliqué pour viser la rentrée de septembre prochain. Donc heureusement pour nous, ça a plutôt très bien marché et on a pu closer très rapidement, mais c'était du coup une très très grosse source de pression. Et notamment moi je sais qu'il y a eu un moment début décembre où
où presque j'y croyais plus, quoi. Je me disais qu'on n'allait pas y arriver, on n'avait pas suffisamment d'investisseurs mobilisés, et ça pouvait être très difficile. Comment t'as géré justement ces up and down nous, on a la chance pour l'instant de pas avoir eu trop de down, mais c'était vraiment très difficile. Le soir, quand tu te couches, t'y penses. Ouais, complètement. Et au moment de cette levée, je pense que c'était moi mon plus gros down à titre perso. C'était vraiment très difficile parce que t'es constamment en train de te vendre. Et t'es constamment en train de vendre ton projet, t'es constamment en train de dire que tout va bien. Il y a énormément de storytelling dans la levée de fonds. Et donc, en fait, il y a aussi, c'est aussi complètement random. C'est-à-dire que tu peux avoir une journée où t'as 2 investisseurs qui te disent oui, et le lendemain, 4 investisseurs qui te disent non, et 2 lapins qui te sont posés par des mecs sur qui tu misais tout, tu vois. Et tu peux aussi avoir des journées où c'est une journée de merde, t'as eu que des lapins, des désistements, des gars qui t'envoient des mails, parfois un peu véhéments aussi, parce que tu sais qu'en fait les gens misent sur toi ou pas. Donc t'es jugé à titre personnel. Donc en fait un investisseur qui vient pas, bien sûr il va te dire votre projet est très intéressant, mais on n'est pas à l'aise avec l'opportunité, ou on connaît pas suffisamment ce secteur ou autre. La réalité c'est qu'ils n'ont pas été convaincus par moi à ce moment-là. Et il y en a eu des dizaines et des dizaines. Et ça c'est quelque chose de très dur à vivre, parce que c'est... Il y a un moment tu te remets en question toi. C'est par définition un jugement de valeur en fait. Donc ça c'est difficile à vivre. Et surtout à ce moment-là, quand t'es vraiment au plus bas, c'est le moment où le soir tu peux avoir une soirée pitch où tu vas rencontrer d'autres investisseurs, et il faut que tu leur montres que tout va bien, et il faut que tu leur montres que avec un grand sourire, que de toute façon il y a déjà plein d'investisseurs de motivés, que tout se passe hyper bien, c'est sur des roulettes. Et ça c'est très difficile parce que tu es en train de jouer un rôle, et la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose d'hyper véridique. Alors moi, quand tu te retournes, des fois, il n'y a personne. Ouais, et en fait, personne ne sait exactement ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que ta famille ne sait pas exactement ce que tu es en train de vivre. Il se passe tellement de choses dans tes journées que tu peux pas leur raconter tous les jours ce que tu es en train de vivre. Et moi, vraiment, ce qui m'a permis de sortir de ça, c'était mon associé. C'est grâce à Lenny qui lui était toujours optimiste, et qui lui dans sa vie s'était pris beaucoup plus de coups de pelle que moi, quoi. Moi si tu veux, tu l'as dit, je suis jeune, et c'est aussi ça le travers des jeunes, c'est que on s'est pris peu de vrais gros murs dans la gueule. Moi les murs que je m'étais pris dans la gueule, c'était des mauvaises notes en prépa. C'est pas ce qu'on peut appeler des vraies grosses baffes. Non, ça dépend un peu comment tu le vis. Et lui s'était pris vraiment des grosses baffes, beaucoup plus grosses que celles que moi j'étais en train de me prendre, et il était capable de m'aider. Mais exactement, exactement. Et lui, il a été d'un support incroyable pour gérer ces moments-là. Et en réalité, tes associés, c'est les seuls qui comprennent vraiment ce que tu es en train de vivre. Ça je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Jean-Michel, si tu nous écoutes, il y a un moment, c'est effectivement les seules personnes avec lesquelles tu peux vraiment parler. Et aussi en pleine transparence, parce qu'ils ont pleine connaissance de la situation, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien, etc. Et très souvent, je me souviens avec mon associé d'avoir passé des heures et des heures au téléphone, et on se remonte le moral l'un l'autre aussi. Tu vois, il y a certainement de ça aussi. Donc, mais là encore, sur l'entrepreneuriat, on voit très souvent ce qui va bien. Les personnes qui ont la parole en général dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui ont réussi, c'est Big Mama, c'est Doctolib, c'est Conto, et ça c'est des super réussites, et c'est important que ces gens-là prennent la parole pour inspirer aussi des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tu vois, 100% des entrepreneurs qui ont réussi à lever des fonds, leur levée de fonds s'est bien passée par définition. Donc en fait, quand ils vont te parler de leur levée de fonds, in fine, le résultat a toujours été positif. C'est le biais du survivant. Exactement. Dans l'entrepreneuriat, il y a un biais du survivant qui est colossal. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire, qu'il y a eu des périodes de doute énormes. Et nous, quand tu prends juste le résultat fini, on a réussi à lever des fonds sur un projet qui ne faisait pas de CA, avec une équipe de 2 personnes en 2 mois. Super, c'est un très très bon succès, bravo à nous. Mais la réalité, c'est aussi de montrer qu'il y a eu énormément de difficultés, de périodes de doute à ce moment-là, et que ça aurait très bien pu ne jamais arriver, et que j'aurais très bien pu ne jamais être là avec toi à discuter des réussites. C'est dommage, franchement. On aurait raté quelque chose, mais... Si vous entendez, on parlait de coups de pelle, si vous entendez des coups de pelle, c'est parce qu'il y a des travaux à l'extérieur.
Il y a un mec, je sais pas qui c'est, mais il va falloir le trouver, qui est en train de taper sur un échafaudage. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. À quel moment, parce que tu l'as dit, alors le positionnement de Coda, c'est d'être sur des métropoles de taille moyenne, on va dire. À quel moment vous avez choisi Orléans comme première cible? Ouais. Alors là, en fait, nous, on a d'abord fait une étude de marché assez classique. On regardait en fait la démographie, le niveau de vie et l'intensité concurrentielle qu'on pouvait avoir sur place. Enfin, le nombre d'écoles qui étaient déjà positionnées sur ces villes-là. Globalement, on regardait que des villes du coup dans lesquelles il y avait peu d'écoles d'informatique, mais il y a parfois un acteur ou deux qui sont un peu proches du positionnement qu'on pouvait avoir. C'est qui tes concurrents aujourd'hui? Les concurrents, alors il y en a plusieurs. On a des écoles qui sont très centrées dans les grandes villes, des Epitech, des Innov. Et après, on a des acteurs qui sont en gros des semi-concurrents. Typiquement, on a pas mal d'acteurs qui à la base faisaient de la reconversion professionnelle et qui se positionnent de plus en plus sur les cibles 18-25. Donc il y en a qui le font pas du tout et nous on n'est pas du tout concurrents avec eux parce que les bootcamps sont beaucoup plus sur un format 25-45. Nous on est sur une cible 18-25, donc 25-45 ans, j'entends. Donc on a par contre du coup certains de ces bootcamps qui essaient de lancer des bachelors et autres pour pouvoir avoir un public aussi plus jeune. Et puis après on a aussi par exemple on avait regardé un petit peu pour se lancer à Rouen. Et à Rouen, on a des acteurs inspirés de nouvelles pédagogies, inspirés de pédagogie de 42 ou autres, qui se sont déjà lancés. Et en réalité, nous, c'était pas forcément quelque chose qui faisait qu'on pouvait pas se lancer. Nous, au contraire, le fait d'avoir déjà une école d'informatique sur place, ça prouve qu'il y a un marché. Ça prouve qu'il y a un marché. C'est aussi quelqu'un qui fait un peu d'évangélisation. Et la réalité, c'est que si les jeunes ne sont pas au courant qu'il existe des carrières en développement informatique, c'est pas un secteur vers lequel ils vont pour l'instant complètement, de façon très naturelle. Ils y vont en général quand ils ont des personnes dans la famille qui sont là-dessus, ou alors quand ils ont vu un conseiller d'orientation qui leur a dit que ça pouvait être intéressant. Mais en général, ce qui fait qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aux carrières en informatique, c'est le fait qu'il y a un acteur qui propose des formations en informatique et qui va voir ces jeunes et qui leur explique que les carrières en informatique sont quelque chose d'intéressant pour eux. Puis qui informe peut-être les prescripteurs aussi au sein des lycées. Qui informe les prescripteurs, qui fait de l'évangélisation aussi auprès des parents. C'est des carrières, alors il y a de plus en plus de gens qui embrassent ces carrières en développement informatique, mais ça reste quelque chose de moins naturel que d'aller faire droit, médecine, commerce, qui sont des carrières beaucoup plus naturelles. Donc non, nous, en réalité, le fait d'avoir un acteur qui propose des formations avec certaines similitudes, c'est pas forcément un point négatif pour nous. Et après, sur Orléans, donc en fait on a vu 3 villes, dont Orléans, qui étaient particulièrement intéressantes pour qu'on puisse avoir notre première implantation. On a aussi une proximité avec Paris qui est assez intéressante pour nous, pour avoir certains professeurs qui peuvent venir de Paris. On peut avoir certains de nos étudiants qui font des alternances dans des boîtes parisiennes, donc avoir aussi accès à ce foyer-là, c'est intéressant pour nous. Et puis après, sur un plan très personnel, en fait on avait vu que dans ces 3 villes-là, l'opportunité était à peu près équivalente, et que en termes de pure opportunité commerciale, on aurait de la place pour monter une école en fait dans ces 3 villes-là. Et d'ailleurs, on a un objectif du coup de monter aussi d'autres écoles dans ces villes-là un petit peu plus tard. Ça a été aussi assez personnel, hein. Moi j'ai une très bonne amie qui vit à Orléans, avec qui j'avais l'opportunité de me mettre en coloc. Ça aide, hein. C'est proche de la forêt de Fontainebleau dans laquelle je peux faire de l'escalade. C'est très facile d'aller à Paris, et j'ai ma copine qui habite à Paris. Donc là il faut pas non plus se mentir, hein. Il y a une logique d'opportunité commerciale, mais après les entrepreneurs sont aussi des êtres humains qui ont aussi envie de fonctionner. Puis si t'es bien dans tes baskets, ça aide à ce que le projet soit bien dans ses baskets aussi. Hein, exactement. Et moi, je regrette pas du tout ce choix-là, parce que je me sens hyper bien à Orléans. Je me sens très épanoui dans les personnes que. On est tous à Orléans. Et puis dans les personnes que je rencontre dans cet écosystème-là, moi je m'y sens vraiment, je m'y sens vraiment très bien. Donc je pense que c'était une excellente décision de se positionner à Orléans. Après, ça aurait pu être une bonne décision dans ces autres villes-là. En fait, le mieux est l'ennemi du bien. Donc à un moment, on a aussi pris la décision avec Lenny de se dire, ok, là on a 3 opportunités qui sont très bonnes. Choisissons
choisissons une opportunité, c'est peut-être pas la meilleure, on verra bien. Ouais, et puis alors moi, ce qui m'avait décidé aussi, c'était justement un peu la dynamique que j'avais ressenti. Alors tu vois, c'est le truc, on parlait de décision irrationnelle, il y a une partie de cette irrationalité qui vient de ça, de ce feeling de se dire, tous les gens que j'avais croisés en arrivant à Orléans, waouh, mais ils avaient juste envie, quoi. Et ça, c'était plutôt, du coup, pour nous, c'était pas une cause de pourquoi on s'est implanté à Orléans, mais c'était plutôt une heureuse conséquence. Et c'est plutôt, on a été très très content, effectivement, de constater à quel point on a été accueillis par des acteurs comme l'ISC, Monsieur Pierre Barrault par exemple, comme la métropole d'Orléans nous a aussi extrêmement bien accueillis, l'écosystème entrepreneurial avec le labo, et plein d'autres que je vais pas forcément faire la liste, mais on s'est senti effectivement très très bien accueillis dans cet écosystème-là, mais c'était pas la cause de notre implantation. Non, je comprends bien. C'était plutôt, on a été très content de le constater. La logique d'heureuse conséquence, c'est sympa. Tu disais tout à l'heure que vous aviez déjà 150 candidatures. Alors pour moi, c'est toujours la problématique, justement, quand on lance un business, la problématique de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'on met en premier et comment on fait pour aller chercher des candidats quand ton école, elle est encore en devenir? Ouais. En fait, nous déjà, on est assez transparent sur le fait qu'on est une nouvelle école, qu'on ouvre l'année prochaine notre première promo. Et tu sais que ça peut plaire. Hein. Enfin, je me souviens de la première année de l'ISC, on n'avait pas l'école, on n'avait rien du tout, on venait avec nos kakémonos. Mais sur certains profils, en tout cas, pas sur tous, parce qu'il y en a qui ont besoin d'assurance, de réassurance, de réassurance, mais t'en as d'autres qui... à qui la perspective de participer justement comme ça aussi à une aventure En fait, je pense que c'est les deux choses. C'est effectivement la perspective de participer à la construction d'un projet nouveau et où tout est à faire en fait. On leur explique que les assos, il va falloir que ce soit eux qui les construisent, que ils savent aussi en fait qu'ils vont avoir un impact dans leur propre formation. C'est aussi pour ça qu'on recherche des profils qui sont extrêmement engagés et ça on s'inspire aussi un petit peu du master entrepreneur d'HEC pour ça, où c'est un master qui valorise énormément les feedbacks des étudiants et qui est co-construit en fait, si tu veux, qui est en perpétuelle évolution avec les feedbacks des étudiants. Tu vois, je te donne un exemple au niveau du master entrepreneur. Ils font un voyage aux États-Unis, dans la Silicon Valley, tous les ans de 2 semaines. C'était une tradition du master entrepreneur pour aller découvrir l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley. Au niveau de ma promo, il y a eu, on va dire, une gronde, enfin une révolte de certains étudiants contre ce voyage-là ou contre le fait que ce soit obligatoire pour des questions écologiques. En fait, où on avait certains étudiants qui disaient c'est pas écologiquement responsable. C'est pas du tout écologiquement responsable. Moi, j'ai pas envie que mon empreinte personnelle dépende d'un voyage aux États-Unis. Il y en a aussi d'autres qui disaient, je trouve avec peut-être pas mal de justesse, j'ai déjà eu l'opportunité d'aller aux États-Unis par mes parents, par mon enfance, par des échanges internationaux, et j'ai déjà consommé mon quota de crédit carbone, si tu veux. Et j'ai pas envie d'en consommer plus. L'année d'après. Et donc là, ça a été très conflictuel à ce moment-là parce que c'était encore quelque chose d'obligatoire pour valider la formation. L'année d'après, ce voyage est devenu facultatif. Et c'est pas vraiment facultatif. Il y en a qui partent aux États-Unis et il y en a d'autres qui partent ailleurs. Il me semble qu'ils vont partir à Berlin cette année, si je dis pas de bêtises, voir du coup l'écosystème entrepreneurial allemand, donc partir à Berlin en train. Et tu vois, c'est intéressant parce que ça valorise beaucoup l'esprit d'initiative. Et pour revenir un peu à Coda, nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de développer au niveau de nos étudiants. Vous avez un cadre, il est assez souple pour que vous puissiez créer des choses nouvelles. Donc on a envie vraiment d'avoir des étudiants qui sont créateurs, qui sont moteurs de la formation. Et effectivement, ça peut plaire à certains profils. Après, il y a aussi toute une partie de réassurance sur le fait du fait qu'on ait bossé sur nos équipes pédagogiques, sur nos programmes, sur nos locaux, sur l'expérience étudiante, sur nos partenariats avec des entreprises. Donc il y a aussi tout un acquis
qui est là, qui est latent, qu'on ne perçoit pas forcément aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore de promo et il n'y a pas encore d'étudiants dans l'école, mais qui... il y a un énorme travail de terreau, quoi. Là, il y a un point intéressant. Alors, je le sais parce qu'on en a parlé précédemment, mais c'est que tu envisages ton modèle d'école aussi en connexion avec l'entreprise. Ouais. Nous, l'alternance est obligatoire à partir de la 2e année. C'est-à-dire qu'on fait le parti pris de pas la rendre facultative. Il y a beaucoup d'écoles qui rendent l'alternance facultative, où en fait, si l'étudiant trouve une alternance, c'est bien. S'il en trouve pas, il en trouve pas. Il fait le format en initial. Nous, notre objectif, c'est vraiment... on croit beaucoup au modèle de l'alternance en termes de vertu pédagogique. Le fait qu'ils puissent appliquer de façon pratique ce qu'ils voient de façon plus théorique en cours. On pense que ça les implique beaucoup dans les apprentissages, ça les professionnalise énormément. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle de l'alternance, c'est en gros un étudiant et on va dire 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. En général, sa formation est prise en charge par ce qu'on appelle les organismes paritaires, donc les OPCO, qui vont financer sa formation et l'étudiant est salarié de l'entreprise et donc aussi rémunéré à ce sens. Et donc ça les professionnalise énormément. Et ça, en fait, c'est très républicain aussi comme approche. Je pense, je pense. Et ça rend la formation beaucoup, beaucoup plus accessible. Aussi en termes financiers, parce que du coup, les seuls frais de scolarité sont ceux à régler pour la première année uniquement. Et à partir de la 2e année, il n'y a aucun frais de scolarité à la charge de l'étudiant. Et tu l'as dit, il est en plus rémunéré. Rémunéré, ça veut dire responsabilisé aussi. Ça veut dire que l'étudiant a une certaine autonomie financière. Il reçoit un salaire entre... C'est un pourcentage du SMIC. C'est un pourcentage du SMIC entre, en gros, 50 et 80%. En sachant que nous, on a aussi certains partenaires qui payent bien au-delà du salaire minimum. Et donc, ça permet énormément de les responsabiliser. Et en fait, quand tu as 18-19 ans, tu leur permets de vraiment gagner de l'argent, de devenir un peu autonome financièrement. Nous, on est persuadés que ça a un énorme apport pédagogique aussi. Donc, on croit beaucoup à ce modèle d'alternance. Et par contre... il y a beaucoup d'écoles qui se positionnent maintenant sur le modèle de l'alternance sans y avoir été au début. On pense qu'il y a vraiment un gros besoin de suivi sur ce modèle-là. Et nous, on a envie de vraiment avoir des équipes qui sont dédiées au fait de pouvoir trouver des partenaires. Parce que puisqu'on rend l'alternance obligatoire, on est obligé aussi d'avoir des places en alternance pour l'intégralité de nos étudiants. On peut pas se permettre d'en laisser un sur la touche sans alternance. Donc on se doit d'avoir suffisamment de partenaires entreprises qui ont même parfois des places réservées pour des étudiants de Coda. Et donc il y a le fait d'avoir des alternances pour les étudiants et il y a le fait de suivre les étudiants en alternance. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours bien fait. Ça demande une vraie infrastructure. Je peux te dire que là, nous, on a 4 personnes dessus. C'est une vraie infrastructure, c'est un vrai boulot qui dure toute l'année. C'est s'assurer d'avoir de la proximité avec les entreprises aussi pour bien comprendre, être en mesure de faire le go-between entre l'entreprise et l'étudiant. Et en fait, dans le modèle d'alternance, je pense qu'on peut plus penser l'entreprise et l'école comme 2 éléments complètement différenciés. En fait, dans le cadre de l'alternance, une école et une entreprise se retrouvent à avoir une mission commune qui est de former un apprenant. Et cette mission commune, elle doit être faite de concert entre les 2 acteurs. Et surtout, elle doit être... En fait, si tu as un étudiant qui vient plus en cours ou que tu sens complètement démotivé, toi, qu'est-ce que tu fais, Pierre, par exemple ? Si c'est un alternant ? Non, un étudiant comme ça en initial qui vient plus en cours, tu sens qu'il a de mauvaises notes, machin, qu'est-ce qui se passe ? Dans une école comme l'ISC, c'est convocation immédiate devant le directeur pédagogique, suivi, mise en place d'actions, etc., etc. Ouais, mais tu vois, tu le laisses pas tout seul. Tu le laisses pas, s'il arrête de venir en cours, tu vas pas lui dire, il va pas venir en cours jusqu'à la fin de l'année, et puis à la fin de l'année, il validera pas son partiel, et c'est pas grave. On est pas sur l'encadrement, on est sur de l'encerclement. Et donc, en fait, ça c'est exactement pareil au niveau de l'entreprise. Puisque tu considères que les 3 semaines en entreprise versus la semaine en cours font aussi partie de l'éducation de ton élève, bien sûr. En fait, tu dois aussi savoir si ça se passe mal au niveau de l'entreprise. Mais tu as des obligations, de suivi. Alors, mais c'est là où ton positionnement
fonctionnement peut être intéressant. C'est-à-dire que là encore, on parlait de curseur tout à l'heure. Le curseur, tu peux le pousser plus ou moins loin en termes de suivi. Alors, il se trouve que nous, on le pousse plutôt très très loin, avec des suivis hyper réguliers, plein de formats possibles, etc., etc. Et je pense que effectivement, c'est super intéressant et super important parce que, voilà, au-delà des obligations légales que tu peux avoir, tu vois, typiquement, si ton étudiant en alternance n'est pas présent en cours. Mais oui, t'as un vrai problème. Et tu dois le déclarer à l'entreprise, parce que l'entreprise, elle le paye pour qu'il soit en cours aussi. Donc, voilà. Et si l'alternant est en retard, fait pas du bon job, ou juste n'est pas épanoui dans l'entreprise. En fait, un étudiant qui est pas épanoui en entreprise, un étudiant en alternance, pas épanoui en entreprise égale pas épanoui à l'école. Et en fait, quand tu demandes à des étudiants qui ont été en alternance s'ils ont aimé leur école, moi c'est un exercice que j'ai beaucoup fait. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants qui avaient terminé un apprentissage en alternance. T'en as beaucoup qui m'ont dit pas terrible. En fait, j'aimais vraiment pas l'alternance, l'entreprise dans laquelle j'étais. Et tu dis oui mais attends, mais l'école a rien à voir là-dedans. Il fait mais du coup c'est comme ça que j'ai ressenti en fait ma scolarité. Eux ils sont en apprentissage, donc qu'ils soient en entreprise ou qu'ils soient à l'école, c'est leur vie. Bien, tu vois. Une jolie perspective. Et les deux se mélangent un petit peu, donc en fait c'est aussi ton rôle en tant qu'école de voir que ça se passe bien dans l'entreprise. Et en réalité c'est pas une fin en soi que ça puisse mal se passer. Il y a peut-être différentes choses qui peuvent être changées pour que ça se passe bien, et on peut aussi arrêter une alternance et permettre à un de nos étudiants de retrouver une alternance en cours d'année. C'est complètement possible, et c'est parfois... Si tant est que t'aies l'infrastructure et les people pour le faire. C'est ça, ouais, exactement. Mais en fait, ce que voient pas beaucoup d'acteurs, c'est que un étudiant qui est pas bien en entreprise, à la fin de l'année, il arrête son alternance, il arrête aussi son école. Donc même sur un plan purement commercial, mettre des équipes qui sont en réalité qui correspondraient dans une startup tech à une équipe de customer success, ça a énormément de sens en fait dans une école. Tu disais 10 écoles en 10 ans. Ouais. Ça va, c'est fou quoi. Ouais, en réalité, nous ce qu'on a... Une école par an. Ouais, nous ce qu'on a vu, c'est même plutôt un objectif relativement raisonnable, dans le sens où... en fait, ok. Par devant, je te suis. En fait, il y a l'idée, c'est que c'est pas moi qui vais développer les 10 écoles. Il y a un moment où on va recruter des personnes qui ont une expertise dans l'enseignement et qui sont capables de mener eux le développement d'un campus. Okay. Moi, aujourd'hui, je suis en train de Lenny est déjà beaucoup plus lui sur une logique. Il travaille beaucoup plus sur des actifs réplicables au niveau du groupe, et moi je suis un peu l'opérationnel qui vient monter le campus d'Orléans. Donc en réalité, là, pour donner une réalité à ce campus, il y a moi et 2 stagiaires, donc c'est pas une équipe colossale, tu vois. Il y a énormément d'actifs qui sont réplicables en termes de pédagogie, en termes de certification, en termes de marketing. Il y a des outils que tu peux réutiliser au moment où tu SM. Derrière, après, c'est trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes pour mener un projet et qui puissent avoir suffisamment d'autonomie pour ne pas que moi ça me demande de me démultiplier sur tous les campus qui vont être à créer. Mais en fait, on ne crée pas 10 écoles, on crée 10 campus. Donc on est en fait en train de créer une même école, un même modèle qu'on va essaimer et qu'on va adapter bien sûr aux spécificités régionales dans lesquelles on va s'implanter. Mais derrière, et ça c'est aussi ce qui fait partie de mon job, c'est comprendre comment on monte une école, comprendre comment est-ce qu'on peut faire des process pour pouvoir rendre le fait de monter un campus le plus réplicable possible. Comment t'accueillent les pouvoirs publics quand tu viens toquer à leur porte ? Ah bah c'est comment eux m'accueillent. Moi je les accueille à bras ouverts, bien évidemment. Ceux qui ont envie de bosser avec nous, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs on a été très je dirais pas surpris, mais très très content de la manière dont on a été accueillis à Orléans, notamment par la métropole. Nous on est persuadés qu'on apporte de la valeur au territoire. Au-delà simplement de la métropole, c'est vraiment sur la notion de territoire. Donc on va permettre à des jeunes de trouver une formation qui leur plaît sans avoir à quitter leur région. Donc derrière, ils ont aussi beaucoup plus de chances de bosser dans cette région-là. On les amène en plus sur des jobs dans lesquels il y a du job. Donc on a certains profils qu'on peut aussi
sortir du chômage. On a aussi des profils de reconversion, mais globalement, les profils qu'on forme vont avoir du job. Et on permet aussi à des entreprises d'avoir un terreau d'étudiants, d'alternants et derrière de CDI sur place pour pouvoir se développer et croître. Donc on est persuadé qu'on apporte quelque chose au territoire. Donc nous, ce dont on discute... Donc en général, on t'accueille bien. Bah alors pour l'instant on l'a pas encore éprouvé sur des dizaines de métropoles. On sait qu'il y a des métropoles qui sont plus ou moins ouvertes au fait d'avoir des écoles qui arrivent. Il y a notamment certaines métropoles qui ont déjà trop d'étudiants, qui n'arrivent pas à loger leurs étudiants. Oui, donc c'est problématique. Ouais. Voilà, donc qui sont moins ouverts. Nous, globalement, là où on se positionne, c'est là où il y a peu de formation, et peu de formation en informatique. Donc, on n'est pas en train de cannibaliser de l'existant, on est en train d'apporter quelque chose qui n'existe pas sur place. Donc, effectivement, dans les territoires dans lesquels on va, en général, on est bien accueilli. Et après, ce dont on discute en général avec des métropoles ou des pouvoirs publics, c'est beaucoup au niveau des locaux et de l'immobilier. Des métropoles qui sont capables de nous donner des coups de main sur l'immobilier, ça c'est extrêmement valorisant pour nous. Et ça peut d'ailleurs infléchir... J'ai l'impression que dans le business model d'une école, c'est une grosse ligne en général. Ouais. Et donc si on peut avoir de l'aide là-dessus, ça peut nous faire prendre une décision d'implantation ou non d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, nos décisions d'implantation dans le futur vont aussi beaucoup dépendre des relations qu'on pourra nouer avec les pouvoirs publics. Okay. Parce que pour un établissement, il y a une différence colossale entre un pouvoir public qui va l'aider à s'implanter et l'aider à se développer et un pouvoir public qui va au contraire lui mettre des bâtons dans les roues. Ah oui. Parce que les pouvoirs publics ont aussi certains leviers qui peuvent mettre des bâtons dans les roues sur l'implantation de nouveaux acteurs sur place. Et très honnêtement, nous, si on sent qu'une municipalité, qu'un territoire, qu'une région a vraiment pas envie de nous, faut pas y aller. Ça peut être compliqué de lutter contre le flot, quoi. Ah, et à contrario, quand effectivement, pour l'avoir testé et approuvé, quand tu viens avec les pouvoirs publics. Ouais, parce que vous, à l'ISC, c'était vraiment ça, pour le coup. C'était vraiment de concert. C'était vraiment ça, puisqu'on est venu sur appel à manifestation d'intérêt de la métropole d'Orléans. Et ça nous a permis d'ouvrir des portes qu'on aurait ouvert certainement, mais plus difficilement ou avec plus de temps, etc. Donc les connexions se sont faites beaucoup plus vite. Donc tu as raison, c'est un effet d'accélérateur. Aujourd'hui, Marin, qui est maintenant un entrepreneur accompli, puisque tu as levé des fonds. Alors non, je pense. T'as tourné la clé. T'as commencé à tourner la clé. Le moteur commence. Pas encore ouverte. Voilà. T'as commencé. Le moteur commence à tourner. C'est quoi le conseil que tu donnerais tiens, à mes étudiants, tu leur dirais quoi sur l'entrepreneuriat? C'est une question... alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que la première chose, c'est dégonfler un petit peu le mythe de l'entrepreneur superstar. Ouais. Comme je te disais, c'est super important d'avoir des rôles modèles dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, il y a beaucoup de rôles modèles qui sont... toujours un petit peu les mêmes. Et en réalité, moi, je sors pas tellement de la norme en termes d'entrepreneuriat. Je suis un mec blanc, j'ai fait HEC, j'ai levé des fonds. Tu vois, c'est un développement relatif. On est sur un projet un peu original, mais notre développement, lui, il est relativement standard, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Par contre, quelque chose qu'on voit pas tellement quand on n'est pas encore beaucoup dans l'écosystème entrepreneurial, c'est le fait que il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel pour entreprendre. Il n'y a pas besoin de travailler 70 heures par semaine pour entreprendre. Moi, c'était un mythe auquel je croyais assez solidement d'ailleurs. Je me disais, le moment où je vais commencer à lancer mon entreprise, je vais retourner en prépa, je vais bosser comme un fou jusqu'à 23 heures. Non, la réalité, c'est que si tu fais ça, moi, je connais peu de gens qui sont capables de bosser 70 heures par semaine, peu d'entrepreneurs qui sont capables de bosser 70 heures par semaine et rester productifs pendant ces 70 heures-là. En réalité, si tu as déjà 8 heures sur une journée, c'est énorme. T'as le temps de faire tellement de choses. 8 heures, vraiment? Oui, mais des vrais 8 heures. Parce que j'ai beaucoup travaillé à Station F et moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs en fait être sur leur téléphone et sur Instagram pendant très longtemps. Et en fait, effectivement, ils partent à 21h, 22h de Station F, mais ils ont peut-être moins bossé que quelqu'un qui était parti à 17h. L'autre conseil, c'est de faire.
de faire, et encore plus à des étudiants en école de commerce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es un étudiant en école d'informatique, notamment, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait 42, 42, ils ont appris à faire pendant toute leur formation. Ouais. Et l'école d'informatique te transmet des hard skills, et donc ils ont peut-être le mauvais raisonnement, et je leur dirais peut-être pas la même chose. Ils sont peut-être trop à se dire, je vais commencer par créer un produit avant de regarder si ça a une utilité. Le travers des étudiants, notamment des étudiants en école de commerce, mais de beaucoup de gens, c'est de se dire, il faut que je parle. Tu vois, il faut que je parle avec des gens, il faut que je prenne de l'expérience. C'est hyper important, hein. La Customer Discovery, c'est une étape super importante. Mais moi, je comprends pas les entrepreneurs qui parlent avec des gens pendant un an. Il y a des gens, pour trouver leur positionnement, ça leur prend 1 an de discussion. Et effectivement, c'est très intéressant, hein. Et surtout, tu peux rester très longtemps dans cette structure-là, parce que c'est très confortable, tu prends aucun risque. Ouais. En fait, tu discutes avec des gens qui te disent oui, ton idée, pourquoi pas, c'est intéressant. Qui te disent tout et son contraire aussi. Qui te disent tout et son contraire, mais en fait, c'est assez confortable parce que tu t'es pas confronté encore à la réalité du marché. Donc, t'as pas encore le marché qui t'a mis une grosse baffe en te disant ta solution, personne n'en veut. Et ça, c'est vrai, c'est très vrai. Et ça, en fait, cette baffe, déjà, il faut se la prendre le plus vite possible. Ouais. Et il y a que en faisant que tu pourras vraiment prendre cette baffe ou non. Et nous, la réalité, c'est que avant cette levée de fonds, d'ailleurs, nous, on avait créé un petit site web où on a fait un petit peu de Google Ads dans 3 villes différentes pour voir s'il y avait de la demande, en fait. Pour voir si on avait des étudiants qui auraient été intéressés par s'inscrire dans notre formation. Et notre objectif, c'était d'avoir... on voulait une 30aine de candidatures en 2 mois. D'accord. Et on a eu, en fait, 45 candidatures en 2 semaines. Donc, on s'est dit, OK, il y a quelque chose. Il y a un truc qui frémit. Il y a un truc. Alors, bien sûr, on n'a pas pu prendre le temps d'aller jusqu'au bout du process d'admission et d'avoir des étudiants qui nous ont dit oui, c'est bon, je signe. Mais ça aurait peut-être même été encore plus sain, tu vois, qu'on fasse ça. Si on avait eu le temps, je pense qu'on l'aurait fait. Je pense qu'on aurait attendu d'avoir un étudiant qui dit c'est bon, je signe, avant d'aller lever des fonds et avant de créer tout notre business. Et donc, en réalité... Le fait d'aller voir des clients, si tu es sur un marché B2B, tu vas sur LinkedIn, t'envoies des messages à des gens, t'envoies un message à 300 personnes, et il y en a 3 qui vont te dire ouais, pourquoi pas, je suis chaud de tester ta solution. Et là, tu crées quelque chose. À partir de ce moment-là, tu crées quelque chose. Mais plutôt que d'aller discuter avec le CEO de telle boîte, le CEO de telle autre boîte, pour qu'il te fasse des retours d'expérience, etc. C'est intéressant, hein, mais il faut pas que ça dure plus de 2 ou 3 mois, cette étape-là. Il faut très vite passer dans le concret, et surtout c'est là que tu apprends le plus, en fait. Et moi je pense que c'est une erreur que j'ai faite sur d'autres projets quand j'étais encore étudiant, c'est de trop me complaire dans cette phase de customer discovery, voilà, je parle à droite à gauche, j'essaie de comprendre mon écosystème, j'essaie de comprendre vraiment précisément où se situe le pain. En fait, on s'en fout que t'aies tort ou raison. Et c'est même très difficile de savoir si t'as tort ou raison. Et c'est pas parce que tu parles au CEO de Blablacar qu'il va pouvoir te dire oui, il y a une problématique ou il n'y a pas de problématique. En réalité, tu le verras que en lançant ton truc et en voyant si t'as des clients. C'est le seul moyen d'éprouver vraiment ton idée. Et encore plus quand t'es étudiant, c'est ce qui permet de gagner énormément en expertise. Il y a un super épisode de La Colle sur l'effectuation avec Philippe Silberzan que je recommande à tout le monde. En plus, c'est un Lyonnais. D'accord. En tout cas, il est à l'EM Lyon. Je ne sais pas s'il est lyonnais, je me souviens plus. Mais c'est un prof de l'EM Lyon qui a développé toute une théorie autour de l'entrepreneuriat avec l'effectuation. Super intéressant. Et notamment, il y a un truc auquel peut-être tu as réfléchi, qui est quelle est la perte acceptable. Pour moi, marin, en l'occurrence toi, marin, quelle est la perte acceptable. Tu vois, parce que on pourrait se dire, marin, ok, études brillantes, il a le logo HEC tatoué sur le front, donc il peut, je sais pas, rentrer au BCG, se faire une belle carrière dans le consulting et rouler petit bolide. Mais est-ce que tu as considéré ça comme un sacrifice quelque part, l'entrepreneuriat, ou non? Ouais, alors ça c'est très intéressant parce que j'avais beaucoup réfléchi à ça, et c'est aussi pour moi la raison pour laquelle il y a finalement pas énormément de gens qui tout de suite en sortant d'HEC se tournent vers l'entrepreneuriat. Et même dans le master entrepreneur, qui est le master spécialisé en entrepreneuriat, parce que tu as énormément d'opportunités.
Et c'est très difficile de résister à toutes ces sirènes-là. Tu vois, moi j'ai des amis qui, en début de carrière, gagnent 50 000, 60 000, 70 000 euros par an. Ça fait vachement envie. Surtout que moi, sur les 6 derniers mois... Quand toi, tu crées la dalle, oui, ça fait envie. Ouais, et puis moi, je payais pour travailler, si tu veux. Donc ça, c'est un autre concept, en fait. Hein. Moi, j'investissais dans ma boîte, mes quelques petits deniers personnels. Et d'ailleurs, j'avais, pour la petite histoire, pendant l'été, en fait, j'avais fait du freelance pour pouvoir justement garantir le fait que j'allais pas gagner d'argent et les petits investissements que j'allais avoir à faire, enfin pas si petits que ça à mon échelle d'étudiant, que j'allais avoir à faire dans Coda. Donc effectivement, ça, et c'est un vrai frein à l'entrepreneuriat. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment un frein, c'est plutôt un ralentisseur. C'est plutôt... Moi, tu vois, j'ai énormément d'amis qui, aujourd'hui, vont bosser dans des cabinets de conseil, dans des scale-up, dans des fonds d'investissement. C'est essentiellement pour gagner de l'expertise, pour gagner de l'argent, éventuellement pour rembourser un prêt étudiant. Mais j'ai envie de dire que ça n'est que partie remise pour eux. Ouais. Donc, c'est pas forcément un énorme frein. Ce qui peut devenir un frein, c'est si moi, une fois que tu es dans le système... Tu t'habitues un peu trop à gagner de l'argent. Ouais. Ça peut être un autre souci. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, j'ai voulu entreprendre tout de suite à ma sortie d'études. Parce qu'en fait, c'est pas une décision facile parce que t'as pas de réseau, t'as pas d'argent, t'as moins d'expertise que si, tu vois, moi, si j'avais bossé dans un groupe éducatif sur le développement d'un campus pendant 3 ans, je serais arrivé pour développer moi-même un campus avec un peu mieux armé, on va dire. Ouais, mais en même temps, tu viens avec moins d'idées préconçues. Exactement. Là, pour le coup, t'es peut-être plus créatif et un peu plus large dans ta manière de penser. Et surtout, moi, là aussi, connais-toi toi-même. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est-à-dire que si je gagne 4 000 euros par mois, que j'ai mon petit train de vie et que je suis pépère, et en plus que je suis dans un job qui me déplaît pas complètement, je pense que j'allais passer toute ma vie à faire ce job. Que j'aurais eu beaucoup de mal à renoncer, à avoir le courage de renoncer à ce confort-là. Et ça, c'était vraiment... C'est bien de le reconnaître. Non, mais en fait, et je le pense encore aujourd'hui, je pense que c'est très difficile de faire le chemin du CDI vers l'entrepreneuriat. Pas le chemin de la facilité. Après, moi, j'ai des amis, tu vois, qui en tout cas envisagent de faire ce chemin-là. L'avenir nous le dira s'ils le prennent in fine. Mais moi, je suis confiant sur le fait qu'il y ait certains profils qui soient vraiment, tu vois, des entrepreneurs dans l'âme et qui aient cette envie d'entreprendre à un moment dans leur vie. Je pense qu'il n'y a pas forcément une définition, c'est pas obligé d'entreprendre tout de suite en sortie d'école pour devenir un bon entrepreneur, mais je pense que effectivement le fait d'être à HEC et d'avoir d'autres opportunités, ça freine énormément le fait que tu te lances là-dedans en junior. Alors, je suis désolé, je te la pose comme ça, mais parce que justement, tu n'as que 25 ans, mais tes parents, ils en ont pensé quoi ? C'est une bonne question. Qu'en ont passé mes parents ? Qu'en ont pensé mes grands-parents ? Alors, ils sont hyper derrière moi. Ouais. Ils sont hyper derrière moi, mais mes parents sont pas des entrepreneurs. Donc, ils comprennent pas forcément toutes les implications, tu vois, que ça peut avoir. Ils comprennent pas toujours la réalité qu'il y a derrière, mais ils sont à fond derrière moi. Et ça, en fait, quoi que je fasse dans ma vie. Et ça, c'est un truc de dingue parce que quand t'as une famille qui te supporte quoi qu'il arrive, tu peux tout faire. C'est-à-dire, mais tu vois, ils m'auraient supporté à fond si j'étais devenu auteur de BD. Ils auraient été à fond derrière moi. Donc, c'est pas forcément... ils vont pas forcément m'aider factuellement, tu vois, ils vont pas me connecter avec des investisseurs ou avec d'autres personnes de mon industrie, mais c'est un soutien moral hyper important. Et ils sont à fond derrière moi. Alors par contre, je pense que ils y croyaient pas trop pendant très longtemps. D'accord. Désolé maman et papa si vous écoutez ça, mais je pense que ils étaient un peu dans Marin il fait son truc, on verra bien ce que ça donne. C'est sa danseuse. Et ouais, le moment où tu leur expliques que là t'as levé des fonds et que t'as des fonds sur le compte en banque, là ça devient réel bien en fait. Quand tu leur expliques que t'as des étudiants qui se sont inscrits, que t'as reçu des dossiers de candidature, que tu fais passer des entretiens d'admission, et là t'as un étudiant qui a dit ok, c'est bon, je signe le dossier de candidature et je règle mon acompte de frais d'inscription.
Et du coup, là, je pense qu'ils sont un peu là dans la phase où ils commencent à réaliser que... Il y a aussi le fait que moi, j'ai déménagé à Orléans. Oui. Donc, bon, j'habitais pas chez mes parents parce que j'habitais à Paris et eux étaient à Lyon. Mais le fait que je déménage de Paris pour m'installer à Orléans, ça, il y a aussi... Ça donne une réalité à l'affaire aussi. Ouais, il y a une réalité physique où là, ils ont quand même aussi pris conscience que je me donnais les moyens de faire en sorte que ce soit une réussite. Alors, tu vois, il y a un truc intéressant, justement, sur l'entrepreneur en soi. C'est très Einsteinien comme approche, c'est que le temps n'est pas le même. Ouais. Le temps de l'entrepreneur n'est pas le temps de monsieur tout le monde, n'est pas le temps de monsieur salarié d'une entreprise, etc., etc. Ça te fait ça aussi? Ça, c'est un truc extraordinaire et je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve que tu ne vis qu'à partir du moment où tu bascules dans l'exécution de ton projet. Tant que tu es dans l'idéation du projet, tu restes sur quelque chose qui est un peu un exercice de préparationnaire, où tu fais des entretiens avec des gens, tu prends des notes, tu synthétises. Très académique. C'est plus académique. Le moment où tu bascules dans l'exécution, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu m'en parles parce que je pensais être le seul à ressentir ça. Mais t'as l'impression que entre le lundi et le vendredi, il s'est écoulé 2 mois. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est... Je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça peut faire peur. Moi, c'est un truc que j'adore. T'as lu Dragon Ball ? Non. Je suis pas de la génération Dragon Ball. Il y a un truc dans Dragon Ball qui s'appelle la salle du temps. Je crois que ça s'appelle la salle du temps. D'accord. Et en fait, je suis pas un expert, mais je crois que c'est Sangoku qui va dans la salle du temps. Et dans la salle du temps, le temps est pas le même que le temps terrestre. Ouais. Et donc, il doit vaincre un adversaire hyper redoutable sur Terre. Et donc, il va s'entraîner dans la salle du temps. Il s'écoule 1 heure dans l'espace terrestre, mais lui, il vit 10 ans où il s'entraîne comme un dingue tout seul dans la salle du temps. Et moi, j'ai un peu cette impression-là parfois. Tu vois, t'as l'impression d'entrer dans un vide spatio-temporel où t'as l'impression du coup que tu peux faire des centaines et des centaines de choses. Et c'est là où je disais, il n'y a pas besoin de bosser 70 heures en fait pour ça. Moi, j'ai déjà l'impression que entre le début de ma semaine et la fin de ma semaine, il s'est passé tellement de choses. Ça vient aussi du fait que tu prennes extrêmement de décisions. Pendant ta semaine. Tu prends tous les jours en fait des décisions stratégiques, des choix un peu critiques et structurants pour ton business qui font que t'avances en fait à pas de géant. Et t'es obligé d'avancer à pas de géant. De toute façon, t'as pas le choix. Puis tu vois 3000 sujets et puis 3000 sujets, 3000 personnes. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça fait un petit peu halluciner tous les interlocuteurs qu'on peut avoir autour de ce projet. Les étudiants, moi, ce que je leur explique, c'est qu'après un entretien d'admission, on leur donne une réponse sous 48 heures. À chaque fois, ils sont éberlués. Parcoursup, t'as une réponse sous 2 mois minimum. Donc nous, on leur donne une réponse sous 2 jours. Et c'est un petit peu perturbant pour eux. Idem, là, quand j'étais dans une phase de recrutement, en fait, je donnais des réponses quasiment immédiatement. En fait, aux stagiaires qu'on pouvait potentiellement recruter. Je leur donnais une réponse soit immédiatement, soit sous 2-3 jours, si j'avais besoin de voir d'autres candidats pour prendre les décisions. Mais en fait, les décisions, tu les prends tout de suite. Et ça, idem, ça leur faisait parfois bizarre à certains candidats qu'on avait en stage, qui attendaient des réponses depuis 2 semaines de certaines entreprises, et où nous, on leur donnait des réponses immédiatement. Le temps de l'entrepreneur, la relativité du temps est une réalité pour l'entrepreneur. Enfin, voilà. Mais c'est aussi une source de frustration. Hein. Clairement. Mais attends, je me souviens d'une grosse boîte du CAC 40 que je ne citerai pas, qui m'avait dit super votre truc. On y va, on va y aller vite. Dans 6 mois. Ouais. Il dit mais vite c'est demain. C'est pas dans 6 mois. Ouais. Tu vois, et alors tu ronges ton frein parce que tu vois le gros contrat, etc. Mais justement, t'es pas sur le même espace-temps. Et je pense que toi, surtout là, dans cette phase dans laquelle tu es, justement, toi, tu prends des décisions rapides, des positionnements rapides, et t'es face à des acteurs qui sont plus lents, tout simplement. Ouais, il y en a, et en même temps, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est très chanceux là-dessus. C'est-à-dire que les acteurs qu'on rencontre sont assez compréhensif et adapté à ce temps-là. Tu vois, je te donne là encore l'exemple de la métropole d'Orléans, mais ils sont extrêmement rapides dans leur manière de prendre des décisions ou même dans la manière de faire avancer certains dossiers. Et ça, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plutôt chanceux
à ce niveau-là. De la même manière, les étudiants qu'on a en entretien d'admission et à qui on donne une réponse en 2 jours, on leur donne un délai de 3 semaines pour accepter ou ne pas accepter notre proposition d'admission. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui a pris plus de 5 jours. Donc, j'ai l'impression... Alors, ça dépend... C'est rassurant. Ouais, ça dépend beaucoup des industries, mais j'ai quand même l'impression que quand tu impulses un rythme et une dynamique, tu peux aussi embarquer des acteurs avec toi sur ce rythme un petit peu effréné, tu vois. Alors, toute proportion gardée, et je suis très content de ne pas bosser avec des grandes boîtes du CAC 40, aussi pour ces questions-là. Mais en tout cas, pour l'instant, le rythme et le tempo qu'on a envie d'imposer marchent relativement bien auprès de nos partenaires. Tu as évoqué les grands groupes d'éducation. Ouais. Il y en a qui sont venus toquer à ta porte déjà ou pas ? Ouais. En fait, on a même eu des propositions. Vous commencez à être visible. Ouais, on a eu des propositions, même avant qu'on soit visible, en fait, au moment de notre levée de fonds. On a eu certains groupes qui nous ont proposé de subvenir complètement à nos besoins en financement, qui soient en fait nos seuls investisseurs, et derrière, clairement, être dans une optique de rachat à plus ou moins long terme. On a toujours fermé la porte à ça, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément fermé au fait que on ait certains C-level ou certains directeurs de certains grands groupes d'éducation qui investissent à titre privé chez nous, à condition que des clauses de non-concurrence soient signées et puissent être respectées. Mais on n'était pas forcément fermé au fait d'avoir des personnes de l'industrie, parce qu'au contraire, on pensait que ça nous apportait de l'expertise, mais on était complètement fermé à avoir des industriels qui investissent au niveau de notre levée de fonds, parce qu'on voulait rester complètement libre. En fait. On voulait rester complètement libre dans notre développement pédagogique, dans notre vision, et donc on reparlera peut-être avec ces acteurs-là au moment de notre expansion ou à d'autres moments, mais on a fermé la porte de façon très cordiale. On est, non mais je peux éviter de leur claquer dans la gueule. Oui. Non, mais on est en relation avec eux. On discute beaucoup avec eux. C'est hyper politiquement correct. Enfin, ouais, moi je discute toutes les semaines, tous les mois avec ces personnes-là. Donc non, on s'est quittés bons amis pour l'instant. Alors, vous l'avez compris, chers amis, c'est un beau projet que ce projet Coda. Vous pouvez retrouver ça sur coda.school. Ouais, exactement. C'est pas con d'avoir acheté le .school. C'est très tech. Ah, j'aime bien. Si on veut te contacter pour X raisons, pour candidater, pour te proposer de venir bosser avec toi, pour te proposer des fonds, tout ça, on te contacte comment ? C'est quoi le plus simple ? Tu vois, c'est là où mon prénom est super utile. Marin, comme un marin, @coda.school. Coda, C-O-D-A. C-O-D-A. Ok, .school. Super. Voilà. Ok, allez, on y arrive. C'est la fin. Les 7 dernières questions. T'es prêt ? Allez. Alors... Marin, dis-moi, quel est ton mot préféré ? Alors là, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que j'aime beaucoup la sonorité du mot strapontin. Je suis désolé, tu pourras pas étayer là-dessus. Ok, non. Depuis que je suis tout petit, c'est un mot que j'adore, il me fait beaucoup rire, et donc strapontin, c'est mon mot préféré. Ok, j'adore. Le mot que tu détestes ? Formulaire. D'accord, là je vois un peu plus. Formulaire, si tu veux, j'ai l'impression que ça évoque toujours... Bon, déjà, j'ai une grosse phobie administrative. Ça évoque toujours une lourdeur, une lenteur, quelque chose qui est difficile à compléter, qui va prendre du temps. Pouf, dis à tous ceux qui nous écoutent combien c'est simple aujourd'hui de créer une boîte. Est-ce que c'est simple de créer une boîte ? Créer une boîte, tu déposes tes statuts au RCS et t'as créé une boîte. On est d'accord, c'est pas compliqué. Il n'y a aucune complexité au fait de pouvoir créer quelque chose et commencer à voir des gens et faire quelque chose. La complexité, c'est créer une boîte qui puisse gagner de l'argent, qui soit rentable, qui puisse embaucher des gens. Mais la création n'est pas complexe. On est d'accord. Non, administrativement, c'est très simple de créer une boîte aujourd'hui. Parce que le vieux con que je suis, on a créé il y a 20 ans, et c'était autrement plus complexe. Non, mais et puis surtout, on peut être très accompagné là-dessus. Il y a aujourd'hui énormément de programmes dans des incubateurs et même des plateformes en ligne qui permettent d'accélérer ces démarches-là très rapidement. Nous, par contre, au niveau de notre levée de fonds, on s'est fait accompagner par un excellent cabinet d'avocats qui s'appelle Bold, que je recommande au passage, et qui ont été extrêmement disponibles et qui nous ont enlevé, là pour le coup, toute une complexité administrative et ont tout absorbé eux de leur côté. Puis là, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il faut faire gaffe
gaffe à ce qu'on fait, et donc nous c'était important de se faire accompagner là-dessus. Mais voilà, le mot de formulaire. D'ailleurs, nos formulaires d'inscription ne s'appellent pas des formulaires, mais s'appellent des dossiers. Des dossiers d'inscription, ça va très vite, ça prend 5 minutes à remplir et c'est beaucoup plus facile. C'est pas des formulaires d'inscription. Le son ou le bruit que tu aimes? Alors, moi, comme je t'ai dit, j'étais le week-end dernier dans la forêt de Fontainebleau, et je pense que le bruit que j'aime, c'est le fourmillement de la forêt. C'est des bruits très fins que t'as l'impression que c'est silencieux, et en fait, quand tu t'assieds, que tu fermes les yeux, que t'écoutes vraiment ce qu'il y a autour de toi, tu sens une ville. Tu vois, t'as l'impression que ça devient une discothèque, le truc. T'entends des petits fourmis, des petits oiseaux, des feuilles qui craquent, des enfants qui crient un peu loin. Et tu perçois l'imperceptible. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. T'es dans le trip de la méditation ou pas? Pas tellement, enfin pas de façon structurée, on va dire. D'accord. Moi, ma méditation, c'est fermer les yeux dans la forêt, essayer de réfléchir au bruit que j'entends, quoi. Ok, c'est noté. Marin, c'est le mec qui ferme les yeux dans la forêt. Le son ou le bruit que tu détestes? Je déteste le bruit du polystyrène qui couine. D'accord. Ça, c'est un truc, je suis malade avec ça, et c'est très handicapant pour... Donc tu aurais pas pu monter une boîte qui fait de la logistique ou un truc comme ça? Terrible. On a un investisseur, Rémi, qui a monté une boîte qui s'appelle Colliweb dans la logistique, que j'embrasse au passage. Il a été très courageux de pouvoir supporter le bruit du polystyrène toutes ces années. C'est quelque chose qui m'aurait complètement bloqué pour monter une boîte comme ça. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Oh bah là, c'est un truc sympa. Moi, j'adore le mot bachibouzouk. 1000 sabords. Je suis un grand fan de Tintin. Tintinophile convaincu. Je suis un grand fan de Tintin, du Capitaine Haddock et de la BD donc de manière générale. Et de la BD de manière générale. Et en fait, moi, j'adore la créativité qu'avait Hergé pour créer toutes les insultes du Capitaine Haddock. Alors, tu sais ce que c'est qu'un bachibouzouk ou pas? Ah non, j'ai jamais regardé pour le coup. Attends, bachibouzouk. Alors, je cherche, Google est ton ami. C'est un cavalier mercenaire de l'armée turque, jeune homme. Eh ben, on en apprend tous les jours avec Pierre Barraud. Mais tu vois, c'est Google, là. Franchement, c'est vraiment pour rien. Mais tu vois, c'est incroyable. Comment est-ce que Hergé s'est dit, vas-y, l'insulte du capitaine Ivrogne, qui est le principal personnage secondaire de la série, ça va être Bachibouzouk et 1000 millions de 1000 sabords. Tu vois, c'est fou, quoi. Moi, ça me fascine de créativité. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée? Je sais pas si je te l'ai peut-être déjà droppé là dans cette interview, mais c'est il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. C'est de Proust. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a deux choses. Déjà, il n'y a pas de réussite facile. Ça, on en a un petit peu parlé. Il y a un biais du survivant énorme dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on peut écouter. On a l'impression qu'en fait, c'est facile de lever des fonds parce que tous ceux qu'on entend parler de lever de fonds sont des gens qui ont réussi à lever des fonds. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de faire une belle boîte. Et moi, j'ai un respect infini pour toutes les personnes qui montent une boîte, quelle qu'elle soit. Même si c'est des boîtes auxquelles moi, je crois pas personnellement, même si c'est des projets qui, je trouve, n'apportent pas de valeur au monde. J'ai du respect pour le principe de création. Et ni d'échec définitif. Ça, c'est très, très important. C'est l'idée de se dire, il faut remettre les choses en perspective. Tu vois, c'est ce que Lenny m'a permis de faire au milieu de notre levée de fonds. C'est qu'est-ce qu'on perd en réalité là-dedans? Qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Du temps? Un peu d'argent? Tu vois, nous, ce qu'on avait investi tant que tu restes dans ta perte acceptable. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on avait investi dans Coda, moi, je vivais avec pas énormément, en considérant tout ce que je devais payer parce que je gagnais pas d'argent, plus l'argent qu'on a investi. En 6 mois, ce qui a coûté le plus cher, c'était sûrement mon loyer parisien. Et ça a dû nous coûter, ça a dû me coûter peut-être au total 5 ou 6 000 euros. Qu'on s'est remboursé d'ailleurs en partie avec la levée de fonds. Mais tu vois, 5 ou 6 000 euros pour l'aventure peut-être d'une vie, c'est pas cher payé en fait, même si ça avait pas marché. Et pour tous les apprentissages, pour toutes les opportunités que ça peut donner, moi j'ai investi 5 000 euros là-dedans, mais en réalité en investissant 200 balles et en vivant chez ses parents, tu peux déjà avoir quelque chose. Et donc en fait, il n'y a pas d'échec définitif, et ça doit pas, la peur de l'échec doit pas être un frein à l'entrepreneuriat. Ça va, c'est parfait. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
Elle est bien cette question. Hein. Elle n'est pas de moi. Hein. Ah ouais, elle n'est pas de toi. Non, en fait, tu es trop jeune pour avoir connu ça. Ça date d'une émission qui s'appelait Apostrophe, avec Bernard Pivot, qui invitait en général des écrivains. Et il avait tout un questionnaire comme ça. Et en général, c'était la dernière question de son questionnaire à la Bernard Pivot. Donc. Ouais. Eh ben, alors c'est une réponse, c'est assez politiquement correct, hein, honnêtement. C'est simplement, mais par contre, elle est hyper honnête. C'est que qui m'explique que les gens que j'aime, qui sont encore en vie, sont très contents de m'avoir connu et d'avoir passé du temps avec moi, d'avoir partagé un morceau d'existence avec moi, et que ceux qui sont morts ont hâte de me retrouver. Ok, ça marche. Bah écoute, Marin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les mois qui viennent ? Ah bah, de la réussite, le fait qu'on puisse réunir 30 ou 35 élèves ultra motivés pour démarrer l'année suivante, qu'on puisse avoir une équipe pédagogique au top et que la rentrée puisse se passer du mieux possible. Ok, on part comme ça. En tout cas, vous l'avez compris, un beau projet là qui naît. J'espère que la colle sera le premier podcast, mais pas le dernier pour toi, et que tout ça va faire plein de bruit. Franchement, voilà, je trouve ça, c'est smart, le positionnement me semble intelligent en tout cas, et avec des entrepreneurs qui ont l'air de, malgré leur jeune âge, même si Lenny est vieux, mais bon, voilà, malgré leur jeune âge, ils savent à peu près de quoi ils parlent, et ça fait du bien. Voilà, donc plein de belles choses. Bah merci Pierre, merci pour ton invitation, et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et je pense que si vraiment il faut retenir une chose, c'est que y a pas de frein à entreprendre. Tu l'as dit, je suis jeune, j'ai pas nécessairement beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de réseau. Il faut entreprendre, il faut faire, il faut créer des choses. Vous l'avez compris, haut les cœurs. Allez, merci bye Pierre. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.